Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la médiathèque du Grand Verdun qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce soir. C'est pour moi l'occasion de remercier toute l'équipe de médiathèque, Nathalie, Benoît et tous les collègues à la manœuvre. Merci pour leur implication et leur gentillesse, puis leur patience. Puis la qualité de l'accueil, à chaque fois, on est vraiment ravis de votre accueil. Je confirme. Ouais. Merci à la communauté d'agglomération du Grand Verdun qui soutient nos événements. Voilà, ça c'est important de le dire. Voilà, après un démarrage hier soir autour du jeu de rôle, place ce soir à notre première conférence du campus miskatonique. Notre convention est dédiée à Lovecraft, qui fut un grand épistolaire et qui a énormément échangé, notamment avec Robert E. Howard, l'auteur texan, papa de Conan, mais pas que. Voilà. Donc c'est justement l'univers d'un autre personnage de Howard que nous allons explorer ce soir avec Bran McMorn. Difficile à dire. Pour ça, nous avons invité Alex Nikolavitch, auteur, traducteur, scénariste et roi des étagères, qui sera notre guide ce soir pour cette découverte. Ça commence bien. Merci à lui d'avoir accepté notre invitation une seconde fois. Je crois qu'il va y avoir un rond de serviette bientôt à son nom pour le campus. Si tu continues à parler d'étagère, par contre, je m'en vais. Ouais. Voilà. Petite précision, donc la conférence de ce soir est diffusée en simultané à la médiathèque de Toul. Voilà, donc il pourra interagir via le chat et puis s'il y a des questions, on les fera remonter à la fin. Voilà. J'en ai fini, je me sauve. Bon, pardon, excuse-moi. Donc, bonsoir à tous. Donc, cette année, le campus miskatonique est consacré particulièrement à Robert E. Howard, auteur texan, 1906-1936. Donc, comme disait Guillaume, l'auteur de Conan le Cimérien, et non pas le barbare. Et là, ça va, Patrice Touinet n'est pas dans la salle, mais il aurait, le truc qui tient à ce qu'on appelle Conan le Cimérien. Il y a des raisons qu'il va exposer demain. Je ne vais pas revenir énormément ce soir sur la biographie de Howard, puisque justement Louis Ney, qui est le spécialiste mondial, le patron, sera là demain pour en discuter. Ce qui va nous intéresser ici plus particulièrement, c'est certains aspects de l'œuvre de Howard, dont il y a beaucoup, qui a écrit un peu dans tous les genres. Il a écrit du polar, il a écrit des récits de boxe, du western, des récits d'aventure en Afghanistan pendant l'occupation britannique, avec le personnage de Elborak, qui est son premier personnage récurrent, du récit horrifique, du western horrifique. Et en fait, il est surtout, et ça on en parlera beaucoup demain, Patrice Touinet demain matin et demain soir avec la table ronde sur Lovecraft et Howard aux sources de la fantasy, c'est quelqu'un qui est un des piliers, avec J.R.R. Tolkien, c'est un des piliers de la fantasy moderne, et c'est deux facettes très différentes de la fantasy. Donc avec Howard, on parle de heroic fantasy, où les Américains parlent de sword and sorcery, donc de la fantasy avec des épées, des sorciers et des gens qui se tapent sur la figure, et de préférence un peu musclé. C'est plus direct, plus brutal que ce que va faire Tolkien, par exemple. Et c'est deux traditions de la fantasy qui continuent à perdurer un petit peu de nos jours, même si le genre s'est encore beaucoup diversifié depuis cette époque-là. Alors, Robert Howard, c'est un auteur qui donc est connu surtout pour le personnage de Conan, le Cimérien, et il y a une espèce d'obsession chez lui qui est les Celtes, pour diverses raisons. Alors, il avait des ascendances irlandaises et écossaises, et même s'il vit au Texas, c'est des choses qui le fascinent. Et l'univers celtique va énormément infuser dans son œuvre. On a des personnages comme Cormac MacArt, qui est un pirate irlandais au Moyen-Âge, genre 6e siècle, mais qui va combattre des Vikings, des Saxons et autres. La chronologie historique n'est pas toujours la préoccupation première de Howard, qui écrit des récits d'aventure dans des pulps. Donc on en avait parlé l'année dernière. Les pulps, ce sont ces revues à 2 sous, vraiment. Ça coûte 10 centimes, 10 cents en général. Un peu plus pour certains titres comme Weird Tales qui en coûtent 25, mais c'est quand même de la littérature, ce qu'on appellerait maintenant, ou ce qu'on a appelé un moment, de la littérature de diar. Howard est une des stars du magazine Weird Tales. Alors il publie aussi ailleurs. Certains de ses récits de boxe ou d'aventure sont dans des pulps dédiés. Mais une bonne partie de sa production de fantasy va donc être publiée dans Weird Tales, à partir de la toute fin des années 20, enfin du milieu, entre le milieu et la fin des années 20, avec un certain nombre de personnages, notamment Solomon Kane. Donc on est sur de la fantasy, mais dans un contexte élisabétain. Le héros est un puritain qui traque des vampires, des loups-garous, des sorciers, et qui est un personnage assez peu sympathique en fait, et qui est intéressant pour ça, parce que Solomon Kane est un personnage
qui a une tendance à un caractère obsessionnel, qui peut traverser la moitié du monde, aller au fin fond de l'Afrique pour démonter un sorcier qui a fait une crasse en Allemagne ou en Angleterre, et il va passer 3 à 4 ans à le traquer. Mais petit à petit, Howard va développer des personnages plus complexes. Et il va aussi donc beaucoup repartir plus loin vers le passé. On connaît sur Conan, c'est une époque qu'il appelle l'âge iborien, qui correspond à peu près 10 000 ans avant, dans sa chronologie, à peu près 10 000 ans avant notre ère, donc qui serait l'époque de Conan dans cet univers-là. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous ces personnages d'Heroic Fantasy, même vivant à des époques ou en des lieux différents, finissent par se répondre. Il y a un univers partagé, un peu maintenant, c'est une notion qui est assez courante avec les univers type Marvel ou DC qu'on a au cinéma. L'univers partagé est une notion qui nous pose plus souci, qui à l'époque est encore un peu nouvelle, hormis des petites choses comme un Cyrano contre D'Artagnan, publié par, je crois que c'était par Paul Féval, fils, dans les années 1800 et quelques. Enfin, chaque série est un peu dans son propre univers. Ou alors des choses plus littéraires comme les Rougon-Macquart ou la comédie humaine, où plein de personnages vont se retrouver dans un même univers et dans une même continuité. Dans le cas de Howard, c'est pas toujours explicite, mais en fait, dès qu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que tout ça s'intègre dans une chronologie à peu près cohérente. Hello, bonjour. Dans une chronologie à peu près cohérente, pas toujours, dans une chronologie qui se raccroche aussi un peu à ce qu'on sait de la chronologie historique à l'époque, et ça on va revenir dessus, mais des personnages comme Cool le roi barbare, comme Conan, comme Bran McMorn, etc., vont trouver, pas forcément à se croiser, quoi que ce soit arrivé pour certains, mais on voit bien que des éléments, il y a des éléments qui donnent un fil conducteur. Et donc ces éléments sont un accent mis sur un univers celtique. Conan porte un nom qui est purement celte, il vénère le dieu Crom, qui est un dieu celte, même si 10 000 avant Jésus-Christ, c'est bien avant l'apparition des Celtes historiques. Et on a le fait qu'on appelle Cimériens. Alors les Cimériens, historiquement, c'est des habitants, ils sont mentionnés par les Grecs, et c'est des habitants de Crimée, mais c'est des cavaliers qui sont plutôt d'origine iranienne, en fait, donc pas forcément celtes, même si la question s'est posée, puisque par exemple les Gallois, au pays de Galles, en fait, on est dans un de ces pays auxquels les étrangers donnent un nom, mais auxquels les habitants ne donnent pas ce nom-là. On sait tous, normalement, que les Grecs ne s'appellent pas Grecs et ne se sont jamais appelés comme ça, ce sont les Hellènes, que l'Égypte, c'est un mot grec pour désigner le pays de Misr, ou Messir, et ainsi de suite. Faut que je fasse attention à ça. Et donc le pays de Galles, c'est Kemrou. Et donc un Cimérien, pour Howard, c'est pas tant un cavalier scythique de Crimée ou des steppes d'Asie centrale, c'est bien un habitant de Kemrou. Donc un Celte, alors même si effectivement la Grande-Bretagne telle qu'elle n'existe pas à l'époque de Conan, à l'âge iborien, mais il le raccroche à effectivement, quitte à jouer l'anachronisme, mais comme je disais, c'est un auteur de pulp, un auteur de fantasy, la réalité historique n'est pas sa priorité. Mais c'est quelqu'un qui se passionne pour ça, qui fait des recherches historiques, et ça nous amène au gros fil conducteur de son œuvre de fantasy, qui sont, donc le sujet de ce soir, les Pictes. Donc les Pictes, c'est dans son œuvre, et surtout en fait, il en parle dans des lettres, c'est quelque chose sur lequel il est tombé, il cherchait une histoire de la Grande-Bretagne, alors qu'il était adolescent, il doit avoir une douzaine d'années, il est en voyage à la Nouvelle-Orléans. Dans une librairie, il tombe sur un bouquin d'histoire de la Grande-Bretagne et il est mention du peuple picte, qui vit dans l'actuelle Écosse, à la fin de l'Antiquité, et qui, même pour les Celtes, les Bretons de Grande-Bretagne et pour les Romains, c'est l'archétype du sauvage, et donc avec une description pas très glorieuse des personnages,
qui sont présentés comme très primitifs, très guerriers, très dangereux. Et donc ça le fascine. Et Howard est fasciné par l'image du barbare à la base, et donc bon, Conan en est l'exemple type. Il est souvent en discussion, on a des lettres où il s'engueule à Tim Mieux avec H.P. Lovecraft, pour qui a une idée très précise de la civilisation, et dans la dialectique du romain et du barbare, Lovecraft se pose résolument du point de vue du romain, et il considère les Anglais comme les héritiers de Rome. Et donc, pour quelqu'un qui vit dans un fantasme de l'Irlande et de l'Écosse, forcément, les Anglais sont les ennemis, par contre-coup, les Romains aussi. Et ça, c'est une discussion. Le barbare, pour Howard, est supérieur au civilisé. Il y a dans le texte Le Dieu dans l'urne, qui est une aventure de Conan, il y a une discussion assez amusante où le Conan est accusé d'un crime dans une ville très civilisée. Et il est pris de haut par les officiers qui l'interrogent, dont certains se posent des questions en disant « Oui, c'est quand même un barbare, il n'aurait pas étranglé le prêtre ». Conan est le genre de type à lui mettre un grand coup de hache en travers de la tête, et c'est pas... Le fait qu'il ait étranglé est quand même une anomalie. Alors certains disent qu'ils ont un coupable idéal de la mort du grand prêtre, d'autres se posent des questions et prennent Conan de très haut, et Conan leur fait « Mais le truc, vous, les civilisés, vous pouvez vous permettre de mal parler aux gens. Et donc, votre civilisation n'est qu'un vernis, parce que le truc, un vrai barbare dans les peuples barbares, si vous manquez de respect à quelqu'un, ce quelqu'un peut très bien sortir une hache ou la mettre dans la tête. En ville, on n'a pas, la civilisation est là pour aplanir ce genre de choses, mais je ne pense pas que vous vous jouez les supérieurs, mais vous ne m'êtes pas supérieur. Le barbare, vous êtes supérieur par l'éthique et le respect. C'est quelque chose que vous pouvez vous permettre d'oublier. Et ça, c'est une clé de lecture un petit peu de l'œuvre de Howard, où il y a cette logique où la force canalisée par un code d'honneur, par un respect, par ce genre de choses, est supérieure aux affaîtries de la civilisation, aux codes complexes qui régissent la vie en société, en ville, etc. Et ça, bien évidemment, face à un H.P. Lovecraft qui considère que la civilisation est partie à volo le jour où on a abandonné le port de la perruque poudrée, ça donne des clashs. Alors, ils s'adorent tous les deux, hein, ils se respectent énormément, mais dans leurs lettres, il y a des engueulades homériques sur ce truc-là, où ils se placent dans deux camps résolument différents en termes de notion de civilisation. Et on reviendra sur cette notion de dialectique entre la barbarie et la civilisation quand on reparlera de Au-delà de la rivière Noire, qui est une des meilleures histoires de Conan, et qui va mettre en scène nos Pictes. Donc les Pictes, le terme apparaît... alors, ils vont traverser toute l'œuvre de Howard. Il y a les Enfants de la nuit, où il suppose que le petit peuple des gnomes en Angleterre et en Irlande sont les derniers descendants dégénérés des Pictes. Donc, alors, il revient sur cette idée-là par la suite. Enfin, il y a plusieurs récits, La race perdue, Les Enfants de la nuit et d'autres. Et il va revenir sur cette idée-là un petit peu l'amender. Il y a Les Vers de la Terre, qui est une des meilleures histoires de Bran McMorn, qui est un personnage dont on va parler beaucoup ce soir. Et puis, il y a Les Aventures de Conan, où il y a 3 textes, alors un inachevé, et puis 2 publiés, où les Pictes tiennent un grand rôle. Mais les Pictes apparaissent aussi dans les aventures de Cool le Barbare, dans celle de Turlough O'Brien, qui est un pirate irlandais des alentours du 9e ou 10e siècle. Ils sont mentionnés dans Cormac McArt et dans pas mal d'autres cycles howardiens. Donc, les Pictes, on a une vision très claire. Quand on parle des Pictes, dès qu'on s'intéresse un petit peu, on a tous vu des films où on a en Écosse des gens peinturlurés ou tatoués, assez primitifs, très fonctionnant sur des clans tribaux. Et donc c'est un nom qui leur vient des Romains, a priori. Et ce nom apparaît en 197, donc assez tardivement, ça fait quand même pas loin de 2 siècles, enfin ça fait 150 ans à peu près que les Romains contrôlent la Grande-Bretagne. Ils sont souvent en guerre avec les Calédoniens, qui sont vraiment un peuple du sud de l'Écosse actuelle, qui donne son nom à... toute l'Écosse était appelée Calédonie par les Romains à l'époque. Et
En fait, cette définition on les appelle Pictes, qui est l'idée qu'on s'en fait depuis près de 1800 ans, qui est les Romains les appellent Pictes parce qu'ils se peignent le corps, mettent des peintures de guerre ou des tatouages. En fait, un truc qu'on ne retrouve pas, les Romains n'expliquent jamais pourquoi ils appellent comme ça les Pictes. Donc, par la suite, quand on est revenu sur l'étude de ces époques-là, on avait effectivement des Écossais, des Irlandais qui se peignaient à la diède, notamment, ces couleurs bleues qu'on voit dans Braveheart, donc là qu'on voit à l'écran. Sauf que ça apparaît en fait assez tardivement en Écosse, et que par exemple dans Braveheart, le Mel Gibson qui se peinturlure à la diède, a priori c'est anachronique. C'est pas un truc qui est décrit par les chroniqueurs médiévaux de l'époque. Le tilt, oui, un certain nombre de choses, oui, mais il n'y a pas, c'est un truc qui était tellement pas dans les usages du Moyen-Âge que si les Écossais l'avaient fait à l'époque, on nous en aurait parlé. Et on a le même problème avec les chroniqueurs romains, c'est que le terme n'est jamais explicité. Et donc là, ça devient intéressant, parce que c'est souvent, s'il y a des gens qui font de l'archéologie dans la salle ou qui s'y intéressent, il y a pas mal de conceptions de l'archéologie qu'on a eues au début de l'archéologie à partir du 19e siècle, qui étaient dans la logique de l'époque, et qui sont avérées un petit peu problématiques. Enfin, on sait par exemple en archéologie biblique, les gens qui creusaient au 19e siècle en Palestine, là c'était le truc, la Bible nous décrit ici les grandes écuries du roi Salomon, et là il y a un énorme truc d'écuries, difficile de dater la pierre, ça doit être les écuries du roi Salomon. L'analyse du style, des tablettes, des trucs montrent que c'est 3 siècles au moins après, c'est des constructions homerides qui datent de 3 siècles après Salomon, et donc ont amené à repenser la chronologie et puis un certain nombre de choses, et à se détacher un petit peu du texte. Le truc, c'est que sur plein de choses, les Celtes notamment, il a fallu se poser ce genre de questions. Et les Pictes, en plus, l'Écosse, c'est pas un pays ultra hospitalier en termes de climat et ce genre de choses, avec des sols un peu acides qui ne sont pas forcément les plus aptes à garder beaucoup de traces archéologiques, surtout des traces organiques, des costumes, des corps, des choses comme ça, qui sont un outil de travail. Donc il a fallu réenquêter un petit peu sur les Pictes, et on avait des conceptions, par exemple, à l'époque de Robert Howard, on avait une vision très précise de comment s'était peuplée l'Europe, et il y avait cette logique d'invasion successive de peuples. Et les Pictes semblant primitifs, et on ne comprenait pas lesquels on avait, alors j'avais noté le chiffre, on doit avoir 40 inscriptions en langue picte, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir tout déchiffrer correctement et comprendre la langue. Et comme on ne comprenait pas ces inscriptions, on en avait moins à l'époque de Howard, l'idée était que les Pictes étaient un peuple vraiment indigène de l'Europe arrivé en Grande-Bretagne très longtemps avant les Celtes. On datait l'arrivée des Celtes en Grande-Bretagne vers 6 à 8 siècles tout au plus avant Jésus-Christ. Et donc, il y avait ce questionnement, les Pictes sont peut-être le peuple indigène des îles britanniques avant l'arrivée des Celtes. Leur langue est incompréhensible, a priori ce n'est pas de l'indo-européen, donc comme le basque et tout ça, et donc les langues, pratiquement toutes les langues d'Europe sont des langues qui se ressemblent par certaines structures. Et à l'époque de Howard, c'est clair, toutes ces langues proviennent d'ancêtres communs. Une tribu qu'on appelait pour des raisons linguistiques les Indo-Européens, qui aurait déferlé sur l'Europe au début de l'âge du bronze, grosso modo, et qui aurait fini par, ou entre le début et la fin de l'âge du bronze, et qui aurait fini par conquérir toute l'Europe. C'est une notion qui est restée pendant très longtemps un paradigme de l'histoire européenne. Il s'est avéré que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que pour peupler tout un continent, ça ne se fait pas comme ça, et que effectivement les langues ont diffusé, mais que des cultures matérielles ont diffusé, des manières de faire de la poterie, de faire des armes, etc., mais que ce n'était pas forcément corrélé à un peuple, qu'une culture matérielle n'est pas forcément corrélée à un peuple ou une langue. Il a fallu très longtemps pour le comprendre. C'est-à-dire que si, dans 2000 ans, quelqu'un creuse ici, le truc, on a trouvé des vêtements des peuples vivant ici,
Et ils sont de culture américaine. Ils portent des jeans, des baskets, le truc, on trouve des traces de Marvel Comics, de machin, des bouteilles de Coca-Cola. Ces gens, en fait, doivent, et faute de traces écrites exploitables, on se dit, bah, ils doivent normalement parler anglais. Et on aura fait un contresens. Et donc, avant de tirer des conclusions comme ça, il faut pousser un peu plus les analyses. Il n'y avait pas moyen, à l'époque, notamment, il n'y avait pas les analyses génétiques qu'on fait maintenant. Toutes sortes, l'analyse informatisée des langues ne pouvait pas se faire à cette époque-là. Donc, pour Robert Howard, qui découvre les Pictes dans ce genre dans le bouquin, un bouquin pour la jeunesse sur le peuplement, enfin sur l'histoire de l'Angleterre, les Pictes sont un peuple ancestral qui ils vont le fasciner, parce que pour lui, c'est une espèce de dernier îlot de résistance tout au nord de la Grande-Bretagne, face à d'autres peuples qui arrivent, alors des peuples qui l'intéressent, mais il s'aperçoit que même s'il est passionné de culture celtique, et que maintenant l'Écosse est considérée comme celtique parce que Scott, qui donne le nom de l'Écosse, ça veut dire irlandais au départ. C'est parce que vers le Moyen-Âge, les Scots, qui étaient des pillards irlandais, l'équivalent irlandais des Vikings, le Viking n'est pas non plus un nom de peuple, par exemple, ça signifie les pirates, justement, les navigateurs, se sont taillés des royaumes en Écosse et ont fait disparaître la nation picte, qui finit par disparaître complètement vers l'an 1000. À l'époque où, dans la chronologie de Robert Howard, Turlogh O'Brien, le Gaël, l'Irlandais, va rencontrer des tout derniers descendants de la race picte qui est en train de disparaître. Donc on a ces notions-là à l'époque, des notions un peu racialistes. On a des images effectivement de peuples qui arrivent, qui prennent la place des autres, et avec des peuples plutôt blancs, et les Pictes, a priori, sont décrits à l'époque comme pas très grands, bruns, et donc du coup ça colle avec cette idée-là que les Celtes, plutôt grands, blonds, etc., arrivent. On s'aperçoit que même vous allez en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande, la typologie n'est pas si stéréotypée que ça, et que définir une nation ou un peuple sur un type physique est déjà un peu compliqué. Mais à l'époque, c'est tout à fait classique, et on est beaucoup sur ce genre de stéréotypes-là. Et donc les Pictes, pour Howard, correspondent à ces images qu'on a à l'époque de gens un peu sauvageons, un peu peinturlurés. Et comme je disais, oui, rien que les peintures posent problème. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a ici qui sont déjà allés à Poitiers, au Poitou. Au Poitou, vous voyez à peu près où c'est. Le Poitou, le nom du Poitou vient d'un peuple qui s'appelait les Pictaves, qui était un peuple purement gaulois, qui vivait à cet endroit-là. Et on ne sait pas s'il y a un rapport. On ne sait même pas pourquoi il s'appelait comme ça, mais en tout cas pas du tout pour des peintures. Pour les Gaulois, Pictaves, c'était a priori les rusés, par exemple. Truc intéressant, c'est qu'effectivement, si les Bretons appellent les Pictes, peut-être que c'était effectivement pour les appeler les rusés, les Pictes d'Écosse, on ne sait pas s'il y a un lien avec les Pictaves du Poitou, pas plus qu'il y a forcément de lien entre les Cimériens du Pays de Galles et ceux de Crimée. Mais il y a cette question qui se pose. Que signifie le terme Picte? S'il vient du brittonique, de la langue des Bretons, ça peut signifier les rusés. On a même retrouvé un mot en celtique, Pixave, qui signifie les crados. C'est intéressant. Alors bon, étymologie non contractuelle, mais ça pourrait être ça aussi. Faute de description précise des Romains de la peinture des Pictes, mais à l'époque de Howard, cette question ne se pose pas. On a cette tradition de pensée qui dit que les Pictes sont des gens petits, trapus, sombres, qui vivent là. Donc on a des échanges de lettres avec Lovecraft où ils discutent du sujet. Et donc, oui, est-ce qu'ils sont de race méditerranéenne ou plutôt mongoloïde? Enfin, le truc, et on est dans ce genre de truc qui maintenant nous semble extrêmement problématique en termes de, c'est au moins du racialisme, et dans certains cas, certains des échanges flirtent vraiment avec le racisme, et on sait que Howard et Lovecraft n'étaient pas forcément blanc-bleu de ce point de vue-là, loin de là. Donc ce genre de discussion montre qu'il y a cette idée-là. Quand on regarde en fait les descriptions des Calédoniens et des gens plus au nord, non, ils sont comme les autres Celtes. Et en fait, et l'analyse, maintenant on peut analyser la langue des... Alors hop, j'avais des
Oui, pourquoi voilà, la langue de certaines inscriptions qu'on a. Bon, là, ce n'est pas une pierre inscrite, c'est une pierre artistique. On peut analyser la langue de ces inscriptions, et en fait, ça fonctionne, ça peut être une forme de brittonique. Donc ça fait tomber l'idée que ce soit des gens qui étaient là avant l'arrivée des Celtes, ils parlent une langue celtique. Alors après, est-ce que leur langue d'origine s'est celtisée au contact des Celtes? Ce genre de mécanisme est possible, mais on n'a pas, en fait, comme les Pictes sont attestés en fait sous ce nom-là qu'à partir de 197, c'est très tardif, le temps que les Romains arrivent aussi haut, on a des textes de voyageurs grecs qui parlent d'habitants de ces régions-là, mais sans les décrire plus que ça. Ben, on ne sait pas depuis combien de temps les Pictes sont là. A priori, il y a une continuité de culture matérielle, mais comme je disais, l'archéologie en Écosse, c'est pas simple. On a le truc, est-ce qu'ils sont là depuis l'âge du fer ou avant ou après? On n'en a en fait pas la moindre idée. Mais en tout cas, leur langue ne démontre pas qu'ils étaient là avant les Bretons. Ils l'étaient peut-être, mais ils sont déjà pas mal acculturés au monde breton. Comme les Pictes, alors on a cette image du mur d'Adrien, par exemple, censé défendre le sud de la Grande-Bretagne contre les Pictes. Problème, l'érection du mur d'Adrien 122, puis un peu plus au nord le mur d'Adrien en 140, le mur d'Antonin en 140. Le mur d'Antonin est d'ailleurs abandonné en 160 sous la pression des Calédoniens et de peuples autres, mais qui ne sont pas encore nommés, et dont il s'avère qu'a priori c'était les Pictes. Mais au moment où le mur d'Adrien est construit, moins spectaculaire que la muraille de Chine, hein, alors que c'est quand même 2 siècles après la muraille de Chine, les Romains, grands bâtisseurs, tout ça, mais le truc c'est qu'on a même cette image du mur d'Adrien qui était là pour défendre contre la barbarie des Pictes qui allaient déferler sur l'empire, aux frontières de l'Empire romain, est même un peu compliqué. C'est-à-dire que oui, ça servait à sécuriser contre des raids, et le truc des raids aussi irlandais, parce que les Scots d'Irlande ne se gênaient pas pour aller piller les côtes britanniques. On a tout ce questionnement sur le truc, c'est quoi les Pictes? Donc, on a ce nom, dont on ne sait pas trop d'où il vient. On a une langue dont on a cru, en fait, on a identifié la langue picte comme étant effectivement indiscutablement liée aux langues britanniques il y a une trentaine d'années, pas plus. Enfin, le truc, c'est vraiment assez récent, 30 ou 40 ans au max. Quand j'étais gamin, je m'étais intéressé sur un petit peu au sujet. C'était, oui, peuple comme les Basques, comme les Finnois, un peuple pré-indo-européen. Même ces notions-là, de toute façon, sont plus d'actualité. Mais à l'époque de Howard, ça a un sens précis. Donc maintenant, on a une vision. Alors, la question, je dis juste, on ne sait pas s'il se peinturerait. C'est possible, parce qu'il y a des traditions dans les îles britanniques de peinture corporelle, notamment en Irlande. On ne sait pas s'il se peinturerait. Mais voilà, le guerrier picte de base, là, ça sort des fascicules de la collection Osprey d'histoire militaire britannique, qui est très très bien faite, parce qu'il y a toutes les histoires des costumes, des uniformes sur toutes les armées du monde possible. Ils ont fait un truc sur la Grande-Bretagne à l'époque, et on a quelques petites choses sur les Pictes. Bah, le bouclier là, le bouclier très étroit, ça c'est un truc qu'on ne trouve pas forcément en Gaule par exemple, mais ce bouclier là, il n'est pas différent. Les motifs peut-être un petit peu plus stylistiquement. Le carnix, les casques à oreillettes, ce genre de choses. Bah, l'arc, peut-être un peu particulièrement, surtout que les Gaulois l'utilisaient peu, mais même le glaive, ce genre de choses, il n'y a pas une différence fondamentale entre la culture matérielle des Pictes et celle des gens plus au sud, notamment des Bretons. Certaines spécificités, par exemple ce bouclier en hache, qui est un truc effectivement spécifique, mais même à un moment ils se sont mis à l'arbalète au Moyen-Âge, mais c'était sur des copies d'arbalètes romaines, par exemple. Donc c'est et on ne pourra pas différencier fondamentalement ce genre d'armes des armes saxonnes de la même époque, des armes celtiques de la même époque. Hello. Donc le truc, on a dit comme ça, Howard, dans sa vision des Pictes, est sur un contresens historique. Alors, qui n'est pas un contresens à son époque, hein, attention, c'est le truc par rapport à ce qu'on sait des Pictes en 1920-1930, et lui, bon,
s'il trouve un bouquin vers 1916-1918, alors qu'il est tout jeune homme, le bouquin trouvé dans une librairie d'occasion à la Nouvelle-Orléans ne devait pas être jeune, bah oui, il est sur des données déjà qui sont à l'époque datent un peu, mais la science dans ces domaines-là évolue moins vite à cette époque-là que maintenant. Et donc il a cette vision d'un peuple très primitif en lutte avec les gens plus au sud. Alors, truc amusant, et Howard d'ailleurs cite cette version-là, les Irlandais n'appellent pas les Pictes Pictes, ils ont un mot alors, que je suis incapable de prononcer, qui est Cruithne ou Cruithne. Et alors là, qui est intéressant parce que, et Howard aura le sens, il va les utiliser comme ça, ce terme irlandais, on peut le dire comme étant les silhouettes. Donc il y a toujours cette idée d'image qu'on a dans le mot Picte, mais là qui est traitée un peu différemment. Et Howard va les utiliser comme ça, on a des descriptions de Pictes, des silhouettes dans la brume, dans les trucs comme ça, qui va utiliser, il y a un côté assez poétique là-dedans, qui parle énormément à Howard. Donc cette vision des Pictes comme silhouettes un peu émergents, et ils sont souvent une silhouette dans son œuvre, qui n'ont pas toujours un rôle prépondérant, parfois oui, mais assez peu, c'est souvent une toile de fond. Et il y a cette notion-là qui se trouve et qu'on retrouve pas mal chez Howard. Alors, pour ce qu'on a pu reconstituer, les Pictes sont peut-être les constructeurs de ce qu'on appelle des, alors que je ne dise pas, les broches ou broches, qui sont des constructions, des espèces de tours rondes dont on n'est pas sûr qu'elles soient super efficaces défensivement parce que c'est de la pierre sèche, pardon. Et du coup, comme ce n'est pas cimenté, c'est le ciment qu'on peut dater dans ce genre de construction. Donc, a priori, c'est attesté à l'époque romaine et c'est attribué par les Romains aux Pictes. Mais c'est peut-être un peu plus ancien, ça peut dater de l'âge du fer. Et la question, est-ce que les Pictes, en tant que tels, existent dans le haut âge du fer, mettons en 500 avant Jésus-Christ, au moment où les Bretons s'installent, a priori, en Grande-Bretagne? On n'a pas la moindre idée. Mais en tout cas, ces constructions-là sont liées aux Pictes. Alors, certaines sont en plus ou moins bon état, mais il y a des aménagements à l'intérieur, mais vu de l'extérieur, c'est une espèce de tour assez vide, architecture très basique, très simple, qui ont un côté un peu impressionnant, mine de rien, et qui est un truc qu'on retrouve un peu dans toutes les îles britanniques. Enfin, on en a au Pays de Galles, on en a un certain nombre en Écosse, mais il y en a un petit peu partout. Et c'est attribué donc à ce peuple ancien, et c'est peut-être très ancien. Mais là aussi, on est sur des sables mouvants, on n'est pas sûr. On a ces pierres-là, alors qui pour le coup, on a un certain nombre de pierres de ce genre-là très ornées, avec des volutes qui sont pas, enfin, se rapprochent de l'art celtique aussi, mais qui ont leur spécificité. Et on a donc cette vision qu'a Robert Howard de ces personnages-là. Alors, dans l'œuvre de Howard, comme je disais, les Pictes sont là, présents tout le temps. En fait, il y a un certain nombre de textes quand il fait, je crois qu'ici, il y a une référence aux Pictes dans un Steve Costigan, mais dans un certain nombre, dans les westerns, le Tertre maudit, ou ce genre de choses, il n'y a pas de référence particulière aux Pictes. Dans un certain nombre de récits d'horreur non plus. Mais dans ces récits d'horreur, dans Solomon Kane, il n'y en a aucune. Pourtant, le personnage part des îles britanniques, mais au XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, donc les Pictes n'ont plus d'existence. En fait, ce qui se passe au Xe, XIe siècle, c'est que les Irlandais qui sont en train de se tailler un royaume qui s'appelle le Dalriada ou Dalriata, qui est sur les deux rives de la mer d'Irlande, il y a un bout en Ulster et puis un bout en Écosse, vont profiter, enfin, avec l'accord des Pictes aussi, qui trouvent leur avantage à l'époque, de l'organisation matrilinéaire des Pictes. Ça, c'est quelque chose dont on a des traces, où en fait, la transmission des titres et des terres passe par les femmes. Donc, le fils d'une princesse picte peut hériter, il y a après un système plus ou moins électif, le fils d'une princesse picte peut hériter des terres, enfin peut régner sur la terre de la famille, mais c'est par les femmes que ça se transmettra. Donc, si les princes Gaël et Scott épousent des princesses pictes et amènent aussi leur propre culture, alors il y a eu aussi des systèmes matrilinéaires, mais moins marqués en Irlande,
Et à cette époque-là, ça tend à disparaître avec la christianisation. Il y a un moment où, oui, la fusion des élites dans ces royaumes-là vont s'achever et la nouvelle entité va avoir une autre organisation, mais de façon assez transparente, sans forcément beaucoup de violence, parce que c'est ces mariages-là qui vont verrouiller la possession de certains titres et de certaines terres dans des lignées qui vont être considérées par les Irlandais comme étant d'origine irlandaise, et que les Pictes considéreront quand même comme Pictes. Donc petit à petit, en 2 siècles de temps, arrivé au début du XIe siècle, de toute façon, on commence à parler de Scotland, et plus de Calédonie ou de terre des Pictes. Il y a ceci, et par contre, oui, et puis les Irlandais amènent une sorte d'unification. Alors le royaume d'Écosse met du temps à se constituer, mais à l'époque des Pictes, c'est une organisation clanique, tribale, alors qu'on retrouve encore, enfin, les clans en Écosse, c'est quand même quelque chose, hein, on le sait, avec les tartans et les marquages, mais qui viennent peut-être des Irlandais au départ. Mais à l'époque Picte, il y a un certain nombre de chefferies, mais il n'y a pas de roi régnant sur tout le territoire Picte. Ce qui n'empêche pas Howard d'en créer un, et ça on reviendra dessus après. Donc la vision qu'Howard a des Pictes, par exemple, qui est celle la plus proche de l'histoire, c'est celle-ci, de personnages qui vont combattre, qui vont être le dernier îlot de résistance indigène de la Grande-Bretagne face aux Romains. Et il va créer à la fin des années, entre la fin des années 20 et le début des années 30, un personnage qui est Bran MacMorn, qui va être le dernier grand roi des Pictes. Alors, un truc, c'est que pour Howard, les Pictes, en fait, sont beaucoup plus anciens. Et quand on débobine toute la chronologie des Pictes, ce qu'on va faire tout à l'heure, les Pictes sont une race très ancienne, puisque lui la voit comme des pré-indo-européens. Et il va faire entrer ça dans un schéma qui est, à l'époque, qui est très diffusé à l'époque, qui avait diffusé les théosophes, la Société de théosophie et Madame Blavatsky, où on a des grandes races de l'humanité ancienne qui se sont... Alors, certaines au départ sont purement spirituelles et puis de plus en plus matérielles. Et les premières grandes races, il y a les Atlantes, il y a les Ariens, ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelait tout à l'heure indo-européen, a été appelé Arien aussi, et vous comprenez sans doute qu'on ait un peu abandonné cette appellation. Alors, qui était en plus un contresens, les Ariens, c'était vraiment un peuple du nord de l'Inde et du Pakistan jusqu'à l'Iran, mais qui, comme ils étaient à une époque le peuple européen le plus ancien qu'on connaisse, on s'est aperçu que sur des peuples de l'Inde indo-européenne, les Hittites par exemple étaient plus anciens, mais ça on s'en est aperçu beaucoup plus tard. Quand on a commencé à creuser en Turquie, à découvrir effectivement des langues indo-européennes plus anciennes que le sanskrit parlé en Inde. Donc, le terme arien a eu la fortune que l'on sait, donc qui est maintenant un peu passé de mode pour ce genre de choses. Et d'ailleurs, les études indo-européennes ont beaucoup évolué et sont parties de ces visions très, très racialistes. Mais à l'époque de Robert Howard, c'est le paradigme dominant. Donc, on a eu plusieurs arrivées de gens, dont les Lémuriens, très anciens, très sages, avec certaines formes, qui avaient accès, sur Madame Blavatsky, à certaines formes de spiritualité, puis les Atlantes, puis les Ariens, etc. Et Howard place les origines de Pictes à peu près à cette époque-là, dans la très haute préhistoire, puisque la submersion de l'Atlantide, pour lui, c'est en 15 000 avant Jésus-Christ. Alors, et que l'humanité est retombée un peu dans la barbarie, après des moments de haute civilisation, s'est maintenue jusqu'à l'Agiborien, et qu'après l'effondrement final de l'Agiborien vers 10 000 ou 8 000 avant Jésus-Christ, amène une redescente dans la barbarie, puis le néolithique tel qu'on le connaît, et puis une remontée à nouveau il y a une logique un peu cyclique qu'on retrouve aussi un peu chez les théosophes. Bien évidemment, à l'époque, l'archéologie telle qu'elle existe à l'époque ne permet pas de contredire ou d'affirmer. On sait qu'il y a eu des périodes glaciaires dont Howard tient un peu compte. On a des difficultés à les dater. Et surtout, si on lit Gordon Childe ou des archéologues de l'époque, le néolithique, ça a dû durer 300 ou 400 ans, quoi. Bon, en fait, ça en a duré plutôt 7 ou 8 000, hein, mais le truc, à l'époque, on n'a pas le carbone 14, on n'a pas ces techniques-là, la stratigraphie est encore balbutiante. Donc on a l'idée que le néolithique, c'est un peu court, et puis qu'arrive après l'âge du bronze et ce genre de choses. En fait, non. La chronologie de Howard ne tient pas la route.
Mais on va voir qu'on peut y trouver des petites choses intéressantes quand même, quitte à tricher un peu avec les dates. Donc, les Pictes, c'est la vision qu'Howard en a, mais ils apparaissent dans Kul, le roi barbare, qui est une série. Alors, Kul est un Atlante, donc une des grandes races très sages du passé, etc. Mais qui est à l'époque, en fait, dans ces périodes très reculées, Kul est censé vivre il y a à peu près 18 000 ans, grosso modo 18 ou 19 000 ans. C'est un Atlante qui va arriver sur le continent, donc un royaume qui s'appelle la Valousie, ou Valousia chez Howard. Il a pioché ce nom-là chez des historiens de l'Antiquité, pour qui c'était un royaume un petit peu ancien, oublié, on ne savait pas trop ce que c'était. Entre-temps, on a découvert les Hittites, on a découvert les tablettes de Hittites. On s'est aperçu que la Valousie, en fait, c'était toute une région de l'Anatolie actuelle, la Troade, la région de Troie, qui était Wiloussa en hittite, et qui a donné en grec Ilios, Ilion, qui est l'autre, qui est en fait une contraction de Valousia. Howard a aucun moyen de le savoir à l'époque, mais pour lui, c'est un royaume mythique de l'ancien temps, donc que les Atlantes, qu'un roi Atlante, qu'un barbare Atlante puisse prendre le pouvoir en Valousie et devenir roi de ses propres mains. Chez Howard, cette expression aura une fortune avec le personnage de Conan par la suite. Donc il arrive à faire, à l'issue d'un coup d'État, il devient roi de Valousie parce que l'Atlantide, déjà en train, c'est pas encore submergé, mais ça va pas très très bien. Et il va se retrouver en fait, les Pictes apparaissent à ce moment-là alors, sont déjà apparus dans l'œuvre de Howard sous forme des êtres dégénérés du petit peuple, ce genre de choses. C'est des choses qu'on a vues déjà transpirer dans son œuvre. Là, il va faire ami-ami. Alors, les Atlantes et les Pictes, dans l'idée de Howard, sont des ennemis héréditaires depuis toujours, parce qu'en fait, il y a une grande confédération, un grand empire picte de l'âge de pierre, qui a régné sur toute une partie du monde, et que les Atlantes, à un moment, ont tenté de les civiliser un petit peu, ça s'est mal passé, pif paf, et depuis, ils sont ennemis. Sauf que les Pictes se sont alliés entre-temps contre les Atlantes avec la Valousie. Et si c'est un Atlante qui devient roi de Valousie, eh bien on a un personnage, un très beau personnage qui s'appelle Brul le Picte, qui devient le meilleur ami, alors qui est un pur barbare, qui est beaucoup plus sauvage. Kul est déjà un barbare par rapport aux Valousiens, mais Brul l'est nettement plus. Alors, on est dans une logique qui est un peu de western, avec le Lone Ranger et Tonto, son compagnon indien. Il y a un peu cette logique-là. Alors, Howard ne va pas pousser cette idée-là beaucoup plus loin, mais on va voir que l'idée des Pictes, un peu comme des Indiens, comme un peuple premier comme ça va continuer à infuser dans son... Non, arrête d'opiner, là on voit que tu sais de quoi je vais parler, même si... ne spoile pas, voilà, ne spoile pas la suite de la conférence au vent. Donc il y a cette idée, donc le meilleur ami de Kul, qui se méfie quand même des intrigues de cour, il y a plusieurs tentatives de coup d'État contre lui. La dernière histoire de Kul, qui ne sera pas publiée du vivant de Howard, qui s'appelle Par cette hache, je règne, c'est l'histoire d'un coup d'État contre Kul. Et qui dit, oui, mais la loi, roi Kul, vous êtes en train de violer les lois, et c'est par cette hache, c'est pas par la loi que je règne, c'est par cette hache je règne. Et il défonce les tablettes de la loi en disant, voilà, donc on est sur un personnage très howardien, pour lequel l'action prime sur la... Enfin, les personnages de Howard sont loin d'être des abrutis, hein, mais l'action est quand même sa propre justification chez ce genre de personnages, chez Conan, qui sont capables de réflexion, qui ont de la culture. Conan parle un certain nombre de langues, connaît un certain nombre de coutumes et est capable de se fondre à un certain nombre d'endroits. Mais quand même, il y a un moment où il faut mettre les choses au clair, et dans la logique barbare de Robert Howard, ben voilà, par cette hache je règne, et c'est ce personnage de Kul, le roi barbare. Donc là, hop, la carte de Valousie avec l'Atlantide, et puis là, voilà, il y a les prés, les royaumes plus ou moins pictes, qui ont, et puis il y a eu des archipels pictes, etc., avant la submersion de l'Atlantide. Donc les Pictes sont le reste d'un très grand empire, enfin, pas tellement le mot qu'emploie Howard, et puis ça n'a pas de sens sur l'âge de pierre, mais d'une espèce de grand peuple de l'âge de pierre. Donc c'est une pure invention de Howard, mais qui est liée à cette vision des Pictes comme peuple premier de la Grande-Bretagne, à une époque où l'âge de pierre, c'est quand même pas un truc qui a duré forcément très longtemps. Comme je vous dis, on n'a pas une idée très claire des dates et de la chronologie de la préhistoire à cette époque-là.
On peut comparer cette carte à celle-ci, qui est de la main de Howard, et qui est la carte de l'âge iborien. Donc là, on est à peu près 5 à 8 000 ans plus tard. L'Atlantide a été submergée, la Valusie s'est écroulée, les derniers Atlantes sont retombés dans la barbarie. Leurs descendants vivent en Cimmérie. Donc on voit que la Cimmérie, c'est ici, dans maintenant ce qu'on appellerait la mer du Nord, et que là, il y a le Pictish Wilderness dans l'Est, jusqu'au nord là. On a toute une région qui est aux mains des Pictes. Et les Pictes, qui étaient un peuple fier et ombrageux de l'âge de pierre, entre tout ce temps-là, ont un peu commencé à dégénérer, à devenir un peu des sauvages, à retomber dans l'état sauvage, à un moment où la civilisation se relevait un peu partout. Ils vivent aux confins du monde et on refuse les règles. Donc ça, c'est comme ça qu'on retrouve dans Conan. Alors, Conan, il y a à peu près une vingtaine d'histoires de publiées. Howard en a écrit un peu plus. Enfin, on a un certain nombre de brouillons d'histoires de Conan. La toute première histoire de Conan est en fait une réécriture, parce que Par cette âge je règne a été refusée par Farnsworth Wright, le rédacteur en chef de Weird Tales. Et Howard l'a réécrit avec un nouveau personnage qui est Conan, devenu roi, un cimérien, devenu roi de ses propres mains, qui règne sur l'Aquilonie, donc cette région-là, mais alors, qui correspond à la France actuelle sur la carte, mais dont la logique est un peu entre Rome, suivant les histoires, c'est un peu l'Empire romain ou l'Europe médiévale. Donc Conan, vieillissant, se retrouve en but à un complot qui va déjouer. Et où on a cette idée d'un roi, d'un type qui a vécu plein d'aventures, qui sur ses vieux jours a réussi, arrivé à l'âge mûr, réussi à prendre le pouvoir et à devenir roi d'un des plus puissants royaumes de son époque, et qui une fois arrivé sur le trône, comment dire, c'est un peu comme D'Artagnan dans 20 ans après. Je ne sais pas si vous avez lu 20 ans après d'Alexandre Dumas. D'Artagnan vit plein d'aventures dans les Trois Mousquetaires, et le bonheur de sa vie, ce sera de devenir mousquetaire, et puis en plus, après, capitaine des mousquetaires. Dans 20 ans après, on commence, il est effectivement capitaine des mousquetaires, et son boulot, c'est de monter la garde devant la porte de Mazarin. Autant dire qu'il ne le voyait pas comme ça, et qu'il s'emmerde de faire, mais il veut des aventures. Bon, les aventures dans 20 ans après vont être beaucoup moins amusantes. Déjà que la fin des Trois Mousquetaires, c'est quand même assez sombre. Dans 20 ans après, elles ne sont pas toujours super rigolotes, les aventures, et c'est plus fin. Dumas est encore un auteur plus fin qu'il n'y paraît au départ. Bon, Conan, roi depuis quelques années, quelque part, il est presque content qu'il y ait un complot contre lui, parce que déjà, il y a de l'action, il va pouvoir fendre quelques crânes, dégager quelques emmerdeurs, et il est très content de ça, enfin, il est presque content du truc. On retrouvera ça beaucoup plus tard dans l'Heure du Dragon, où on a sur un Conan plus vieux. Les histoires de Conan le montreront beaucoup plus jeune, à l'époque où il arrive, il est descendu de Cimmérie dans tout un tas de régions comme Zamora, etc., ou la Némédie, à être voleur, mercenaire, etc. Et puis de temps en temps, Howard reviendra au Conan vieillissant, mais pas tant que ça, en fait, au roi Conan. Alors, j'avais une autre carte que je n'ai pas ici. Ah, c'est curieux, j'ai peut-être loupé un truc. Alors, il y a un truc intéressant, c'est que la Cimmérie qui se situe ici, alors tiens, le truc, si vous regardez, vous corrélez donc la carte avec la Grande-Bretagne ici, la Scandinavie là, la Cimmérie de Howard, alors ça c'est un truc amusant que Howard ne pouvait pas savoir à l'époque, mais que je trouve assez amusant. La Cimmérie de Howard, c'est la mer du Nord. Donc là, si vous allez voir le pays de Conan, vous avez quelques champs de pétrole et gaziers norvégiens, et c'est à peu près tout, quelques plateformes. Alors c'est très amusant, si vous avez entendu parler du Gunderland. Ah, il y en a quelques-uns, voilà. Le truc. Gunderland, oui. Doggerland, oui, Gunderland, c'est justement dans la carte, là, c'est ce qui me trompe, c'est que le Gunderland, c'est un truc, voilà. Le Gunderland, c'est ici. Il y a le Doggerland. Alors, Doggerland, ça n'existe pas, en fait. Mais ça se situe là, enfin, ça n'existe pas. Plus précisément, il y a à cet endroit-là, si vous allez maintenant avec l'équipement de plongée ou un Radior 2000 ou un truc comme ça, là, vous allez trouver le Doggerbank, qui est un haut fond assez imposant, dans lequel les pêcheurs anglais, depuis des décennies, depuis assez longtemps, quand ils passent du chalut, ils ramassent tout un tas de trucs qui n'ont rien à faire là, des mammouths, des haches de pierre, du matériel et tout ça. Et en fait, oui,
À la fin de la glaciation, il y a 10 000 ans, donc à l'époque où est censé vivre Conan, en fait, les glaciers Linlandsis arrivent à peu près jusque là, sur la carte. Donc on a des zones complètement prises par des centaines de mètres de glace, voire plus. Et vous voyez, avec le peu de glace qui nous reste maintenant sur le Groenland et sur l'Antarctique, donc beaucoup moins qu'il y a 10 000 ans, le truc, il n'y a pas besoin que ça fonde beaucoup pour que l'eau monte. Vous êtes au courant de cette affaire-là, je crois qu'on en a un petit peu parlé aux infos depuis une vingtaine d'années. Là, on a 4 fois plus de glace que le truc, ce qui fait qu'à l'époque, à l'arrivée, à la fin de l'ère glaciaire, les océans, on est à plus de 50 mètres de moins, voire 60, peut-être certaines estimations parlent de 100 mètres. Donc le golfe Persique, ça n'existe pas. Par contre, c'est une plaine, c'est peuplé. Toute cette région-là qui est en fait assez plate, la Manche, la Manche c'est la vallée d'un fleuve, enfin du Rhin, mais dont la Seine à l'époque est un affluent, ça se jette dans la mer à peu près par là. Et toute cette zone-là, c'est un truc parfaitement habitable, plutôt fertile, plutôt intéressant, et qui est habité. Et c'est le Doggerland, donc les préhistoriens parlent du Doggerland pour cette région-là, qui à l'époque où Conan est censé vivre en Cimmérie, dans les collines, les froides et mornes collines de Cimmérie, comme les décrit Howard, là il y a effectivement des collines, maintenant c'est des hauts-fonds, avec des gens qui y vivent. Donc c'est amusant, Howard ne pouvait pas savoir ça, mais sur sa carte, il place Conan à un endroit où il se passe des trucs, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu amusant. Donc, pour en revenir à nos Pictes, en fait, oui, sur la vingtaine d'histoires de Conan, il y en a 3 qui concernent les Pictes. Donc la première écrite, Les loups sur la frontière, on est en, que je dise point de bêtises, on est vers 1934. Alors, Cool a été écrit en 1928 et 29. Et en fait, la chronologie Picte, il ne va pas l'écrire dans l'ordre du tout. D'ailleurs, même les histoires de Conan, il ne les écrit pas dans l'ordre chronologique, il commence par un Conan vieillissant. Après, on a la fille du géant du gel, où on a un Conan tout jeune, jeune chien fou, qui court après une donzelle dans la neige et s'aperçoit qu'elle n'est peut-être pas tout à fait humaine et qu'il ne faut peut-être pas énerver la famille. Et plus tard, sur la fin de la série, il arrête d'écrire du Conan en 1935, soit un an avant sa mort. Il écrit donc à partir de 1934 Les loups sur la frontière, puis au-delà de la rivière, par-delà la rivière Noire, et enfin le Maraudeur Noir. Et là, on a un Conan relativement jeune, qui est en fait dans cette région-là, au nord de la Tiléonie, dans les marches bossoniennes, au contact du territoire picte. Et là, en fait, Conan est texan. Conan est cimérien, merci. Robert T. Howard est texan. Et donc le western fait partie de son ADN. Les histoires de la frontière, c'est des trucs qui se racontent encore. Il y a des survivants à l'époque encore de l'âge héroïque du western, qui n'est pas tout à fait comme dans les films. Je parlais des Pictes dont on se fait une image, ou des Celtes dont on se fait une image, qui ne correspond pas toujours à la réalité. Le western, il y a beaucoup de trucs qui, même le feutre Stetson des cowboys, c'est quand même plutôt une invention de Buffalo Bill et du western circus. Les vrais cowboys portaient pas tellement ça, en fait. Donc, mais il y a cette vision du Far West qui fait partie vraiment de la culture locale au Texas, notamment dans le nord du Texas, à Cross Plains, où vit Robert T. Howard. Et donc, il n'a pas toujours pu publier, il a fait du western, ce n'est pas forcément parvenu jusqu'à nous, parce que ça n'a pas tellement été publié en français, donc on est loin d'avoir tout publié, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais tout n'a pas été publié, en français en tout cas. Il y a quelques recueils de western par Howard en anglais, mais qui sont un peu difficiles à trouver aussi. Et ça, c'est un truc qu'il aime bien. Et en fait, il va avoir cette idée-là. Dans ces histoires-là, les Pictes, c'est les Indiens. Et comme Howard n'est pas forcément un farouche défenseur de la civilisation, vers la même époque, il va écrire après, au-delà de la rivière Noire, il va écrire une histoire qui s'appelle Les Clous Rouges. Ceux qui l'ont lu, alors, qui est aussi un western d'une certaine façon, parce que c'est à peu près le scénario de Pour une poignée de dollars. Là, je te vois faire la moue aussi, Les Clous Rouges, c'est pour une poignée de dollars. Conan arrive dans une ville souterraine, il y a deux factions qui s'entretuent, qui sont un peu plus inquiétantes que les types de Pour une poignée de dollars, parce que c'est vraiment des espèces d'aztèques complètement dégénérés, avec des pouvoirs qui se balancent et qui sont dans un culte un petit peu bizarre. Et il va arriver là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, et mettre un pataquès terrible et s'en tirer un peu difficilement, du truc qu'il a. Il va s'allier avec une faction, puis avec l'autre, ou Yojimbo, pour ceux qui ont vu Yojimbo de Kurosawa. Enfin, on est sur ce même genre d'histoire.
C'est un western. Et là, il montre la civilisation à son stade terminal, une civilisation qui a dégénéré complètement. Et Conan est le seul personnage qui a une annonce, et la Valéria qui est avec lui, c'est Valéria. Oui, qui est avec lui dans cette cité souterraine, sont les seuls personnages à peu près sains d'esprit et à peu près non touchés par cette décadence. Et dans Au-delà de la rivière Noire, il y a même cette phrase terrible et qui résume d'une certaine façon toute la pensée, enfin une partie de la pensée de Robert D. Howard, où après justement un déferlement de Pictes qui ravage la cité, c'est Venantium je crois, d'un coup j'ai plus le nom de l'avant-poste, et on est dans l'attaque de Fort Apache. Hein. C'est les Indiens débarquent avec le fortin, terrorisent les fermiers alentours, les colons alentours, et puis balayent, et la cavalerie n'arrive pas, parce que Conan, la cavalerie aurait pu être Conan, mais lui a identifié la menace, mais il est au fin fond du territoire Picte, le temps qu'il revienne, et donc c'est une espèce de course-poursuite, etc. Il est trop tard, les Pictes ont déferlé, et c'est vraiment l'attaque de Fort Apache. Donc c'est un pur western, et un des personnages survivants de l'histoire, quelques temps après, tire la conclusion, et c'est pas Conan qui parle, c'est un personnage qui dit « Et Conan, qu'est-il devenu ?» Il y a une discussion entre personnages. Et l'un fait « Oui, mais de toute façon, la civilisation n'était un truc fragile, un état transitoire entre la barbarie et la décadence. » Ceux qui ont vu le film de Claude Lelouch, L'aventure, c'est l'aventure, il y a un moment, une tirade de Jacques Brel, le chemin le plus court pour aller de la barbarie à la décadence passe par la civilisation. Il y a un moment, voilà, hop, on est ici. Oui, la civilisation n'est qu'un accident, le barbare finira toujours par triompher. Et ce qui est intéressant, c'est que Conan est le type du barbare, donc Conan survit. La plupart des civilisés sont balayés au-delà de la rivière Noire. Le Conan survit parce qu'en tant que barbare, il a des capacités à survivre dans ce genre de cas que les civilisés n'ont pas forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que Howard là, met une distinction à la rivière Noire et le Maraudeur Noir entre Conan, qui est un barbare, donc qui est quelqu'un qui sait ce que c'est que la civilisation. Simplement, il n'a pas été élevé dedans, il la voit de loin, il est capable d'en adopter les codes quand il y a besoin, même s'il n'est pas dupe des codes de la civilisation, alors que ceux qui sont nés dans la civilisation pensent que c'est la normalité. On en sait quelque chose, hein. Le truc, nous, on a l'eau au robinet, etc., la voiture, machin, ça nous semble normal. Ça n'est pas forcément pour des gens qui n'ont pas ça. Donc Conan, lui, a ce regard extérieur et un regard qui, du coup, est volontiers critique. Même s'il va devenir l'apex du monde civilisé, puisqu'il deviendra roi du plus grand royaume. Donc il va devoir gérer ce problème-là. Mais effectivement, le Conan est un barbare, mais les Pictes sont décrits comme d'authentiques sauvages. Eux, Conan est capable de comprendre la civilisation, même s'il n'est pas forcément capable de l'intérioriser et que ça ne l'intéresse pas de le faire. Les Pictes, non. Les Pictes, c'est la civilisation, c'est un truc de taré. On ne veut pas de ça, on ne cherche pas. Enfin, ceux qui amènent la civilisation chez nous, on les brûle. Donc là, il est décrit, il va faire une distinction entre le barbare et le sauvage. Et c'est intéressant ça, parce que c'est pas une distinction qu'on trouve facilement dans la littérature pulp, enfin de la littérature populaire de l'époque. On voit qu'il y a des choses, c'est des gens en germe chez des auteurs comme Ryder Haggard, qui est grand auteur d'aventures africaines, Alan Quatermain et ce genre de choses, où ce genre de logique de civilisation, de décadence, de sauvagerie, de barbarie se retrouve, mais n'est jamais, c'est une toile de fond, c'est jamais consciemment et explicitement expliqué par Ryder Haggard. Bon, Howard, qui vit nettement plus tard, qui est un fan de Burroughs, qui est un héritier d'Haggard, l'auteur de Tarzan, va plus jouer avec ce genre de notions. Donc, un des éléments clés de Au-delà de la rivière Noire, c'est que les Pictes, qui étaient des tribus éparses sur un énorme bande de terrain, vont s'unir sous le nom d'un sorcier charismatique, Zodarsad, qui va les unir dans la haine. C'est un leader charismatique qui va unir les personnages dans la haine de l'étranger, de la civilisation, etc. On est en 1935. C'est intéressant de voir que, tout en faisant du western, hein, c'est le truc qui ne se cache pas, sa note d'intention, c'est de faire du western,
On est en 1935 par l'auteur qui a expliqué peu de temps avant à H.P. Lovecraft, Lovecraft un peu innocemment, qui était très conservateur, disait « Ah ouais, mais je trouve que l'Europe, là, dans cette pétaudière qui est l'Europe, des régimes un peu autoritaires, bah, ça va peut-être remettre de l'ordre, hein, les trains partiront à l'heure. » On a des lettres, mais hallucinantes. Et Lovecraft, chantre de civilisation, on dit « Ah, mais l'Apex, quelque part, ces gens-là vont aider à remettre un peu la civilisation sur la rail dans ce bazar qui est l'Europe. » Et là, Robert Howard, donc personnage un peu, enfin, qui a des personnages quand même assez nietzschéens quand même, on a des lettres. Et là, le truc, moi, je les avais eu, Patrice Louinet, qu'on verra demain, me les avait passées quand je travaillais sur la biographie de Lovecraft, et je lui ai demandé en disant, je savais que ces lettres existaient, tu peux me les passer, est-ce que je peux en publier des extraits fort gentiment. Donc je le remercie ici une fois de plus, parce que c'est vraiment quelque chose qui était chouette. Elles n'étaient pas publiées à l'époque. On a Robert Howard, donc auteur un peu nietzschéen, qui fait non mais mon cher ami, ces gens-là là-bas sont pas du tout nos amis. Le truc, regardez comment on fonctionne, quelles sont nos idées, même si vos idées, mais des gens comme nous, on n'est pas des soldats, on n'est pas des, enfin le truc. On sera peut-être pas les premiers à cramer, mais enfin le truc, nos œuvres, nos machins, enfin vos œuvres un peu nihilistes sur expliquant que la vie humaine ne vaut rien, etc. Ces trucs, vous allez peut-être, vos bouquins, vos histoires vont peut-être se retrouver à un moment donné sur les bûchers de ces gens-là. Et en fait, ces gens-là sont un populisme qui est tout ce que vous détestez. Vous croyez que c'est un conservatisme, mais non. Et donc, c'est Robert Howard qui est plus jeune de 15 ans de Lovecraft, qui a un peu plus les idées claires là-dessus, et qui fait non, faut pas voir comme ça. Et il va faire changer d'avis. Enfin, à partir de là, Lovecraft a quand même pas mal évolué dans ses idées sur ce qui se passe, et même dans ses idées sur Roosevelt, le New Deal, enfin le truc, et il va opérer un glissement à gauche, bon, qui sera interrompu par sa mort en 1937, Lovecraft, mais on voit qu'il y a un glissement vers un peu plus d'humanisme qu'on retrouve même d'ailleurs dans son œuvre avec c'était des hommes dans les montagnes hallucinées, qui est un truc qui est assez étrange, et qui est tardif et assez étrange de la part de Lovecraft. Alors, donc ce sorcier Zodiarsat qui unit un peuple jusque-là disparate pour le faire déferler sur le monde civilisé, etc. Est-ce que c'est comme Tolkien qui dit « Ah ben non, Sauron, c'est pas Hitler, je refuse qu'on voit une allégorie de ça dans mon œuvre », qui est un peu compliqué quand même à admettre. Enfin, Tolkien refuse d'être réduit à ça, que la lecture de son œuvre soit réduite à ça. On ne peut pas ne pas le voir quand on lit Le Seigneur des Anneaux. Là, Au-delà de la Rivière Noire et dans Le Maraudeur Noir, qui est un peu basé sur les mêmes... il y a aussi notion de course-poursuite, de Conan poursuivi par les Pictes dans les forêts, etc. Donc qui est un peu à la Apocalypto de Mel Gibson, ou genre un truc un petit peu tendu. On a cette idée-là, il est difficile quand même de ne pas y voir au moins un reflet de l'ère du temps. Donc avec notre Conan, barbare, en éclaireur, donc c'est un peu, et là on est à l'époque aussi où les pulps font la part belle à des personnages comme, c'est le retour de Daniel Boone, ou de personnages comme Davy Crockett, donc la télé va aussi remettre sur le devant de la scène, mais qui sont des personnages vraiment du folklore américain. Les éclaireurs dans des pays encore non civilisés, quand Daniel Boone ouvre la route du Kentucky, je crois, et puis Davy Crockett qui fait, qui est un ranger, qui fait aussi, qui explore pas mal, avant de tomber dans une attaque de sauvages, bon, des Mexicains là, dans le cas présent, mais Lovecraft et Howard n'aimaient pas beaucoup les Mexicains, de toute façon, donc même différence. David Crockett qui tombe à Fort-Alamo dans une scène qui est quand même la horde qui déferle sur le fortin, qui est un machin, pour un Texan, c'est quand même l'acte... C'est Vercingétorix mettant les armes à César pour nous. C'est la défaite fondatrice de la nation, hein, Fort-Alamo pour les Texans. C'est le moment où effectivement les Américains du Texas vont réussir à remeter tous les Américains hors du Texas en disant voilà, le Texas était censé être mexicain à l'époque. On dégage les Mexicains, et ça devient les États-Unis. Donc c'est l'acte fondateur. Fort-Alamo, c'est un truc très important pour les Texans. On retrouve ça notamment au-delà de la Rivière Noire. Donc là, hop, illustration de Bill Sienkiewicz à l'époque où il travaillait, mais bon, là c'est un peu sombre avec des Pictes. Voilà, on a là des illustrations de Gary Gianni,
avec Conan contre des Pictes, encore une fois. Et on va passer au personnage suivant, et qui est un peu le gros morceau en termes de personnage, parce que Conan, tout le monde connaît, et les Pictes dans Conan, c'est 3 histoires. Là, on arrive beaucoup plus tard, on en a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, et c'est le moment où cette chronologie fantaisiste, c'est de la fantaisie et c'est fantaisiste, donc tout à fait toléré, que Howard s'asseye complètement sur une chronologie de l'histoire du monde, que de toute façon, qui à l'époque n'est pas posée, comme je disais, on en est encore à piger si on parle de siècles ou de millénaires pour la durée du néolithique. Même chose pour Lovecraft. En 1926, Lovecraft suit de très près les travaux de Hubble, où on commence à comprendre la vraie dimension de l'univers. Et à l'époque, ça fait très mal. On commence à parler de milliards d'années-lumière, qui sont des dimensions colossales, ce qui stimule en fait énormément Lovecraft, mais qui terrorise un peu pas mal de gens. Enfin, on est dans le vertige spatialien. Les distances de temps, on commence peu à peu à comprendre à l'époque les gouffres de temps. Pour les époques géologiques de type dinosaure, on commence à être à peu près au clair, et Lovecraft va utiliser ces datations-là qui ne sont pas toujours aussi précises que maintenant, mais Howard, dans toute la partie Cool l'horreur barbare, ou Conan, va monter sa chronologie au petit bonheur la chance en fonction de ses besoins dramatiques. Avec Brad McMurn, donc là qui est décrit, vraiment on est sur une espèce, alors là c'est les illustrations de Frank Frazetta pour les éditions des années 60, le type c'est un néandertal quoi. Donc on a cette idée que les Pictes, qui étaient un peuple de l'âge de pierre 18 000 ans avant, des espèces de purs sauvages à l'époque de Conan, donc 10 000 ans avant, à l'époque de la conquête romaine, sont des espèces de néandertals. Alors, il y a quand même, si vous lisez les aventures de Brad McMurn, le peuple Picte a dégénéré et effectivement extrêmement prognate, avec des gens voûtés, un peu torves, etc. Mais Bran est un roi de pure souche Picte, ils n'ont pas mélangé le sang. Sur 10 000 ans, quand on voit le temps qu'il a fallu aux Targaryens pour s'auto-annihiler dans Game of Thrones, ou le temps qu'il a fallu, qui est encore plus court, qu'il a fallu aux Habsbourg pour revoyer la riche histoire de Philippe IV d'Espagne, et les portraits. Garder la lignée pure, à l'époque, pourtant, on est censé savoir à l'époque. Et puis on a eu les problèmes d'hémophilie rampante dans toute la noblesse européenne suite au prince Albert de la reine Victoria. On ne sortira pas cette phrase de son contexte. Donc on a cette vision mais sauf que Bran, lui, il est quand même fier, altier, etc. Ce qui permet d'ailleurs, dans les Vers de la Terre, la dernière histoire de Bran, de circuler parmi les Romains en arrivant à se faire passer pour un type normal, quoi, pas un Picte. Bon, à un moment où les Vers de la Terre commencent, à un moment où les Romains sont en train de crucifier 3 Pictes, qui reconnaissent leur roi mais ne disent rien parce qu'ils savent qu'il est incognito, et qui leur fait passer le message, non verbalement, parce que les sauvages ont d'autres moyens de communication, par signe, par ceci, vous serez vengés les gars, vous en faites pas, je vais m'occuper du cas de ces salopards de Romains. Mais dans les couvertures, bien évidemment, on a ce côté, et j'aime beaucoup cette peinture qui est très forte, mais qui est déjà, on a cette vision du Picte qui est, le truc, maintenant on le sait, on a quand même déterré quelques corps, on a quelques descriptions, etc. Pictes, en fait, à l'époque, ne sont pas du tout différents des Écossais actuels. C'est le truc que vous pouvez les mettre côte à côte. C'est des homo sapiens, et puis des types un peu rouquins, taches de rousseur, qui boivent de la bière, qui machin, c'est un peu les mêmes, qui portent des kilts, c'est un peu les mêmes. Mais pour Howard, ça a un sens, et cette idée de... Il y a quand même, ils vivent dans le souvenir de la grandeur du peuple Picte. Et quand on voit le truc... on a des gens qui, à 2 siècles près, vivent encore dans le souvenir de la grandeur de Napoléon. Eux, c'est la grandeur du peuple Picte, c'est vieux, on est sur des milliers d'années, mais qui vont combattre les Romains par rapport à ça, qui considèrent, on est dans du Howard, les Romains sont des civilisés, donc des gens qui vont imposer un ordre qui ne correspond pas à certains peuples qui ont toutes les bonnes raisons de le refuser. Et donc, dans la série, même si les personnages point de vue ne sont pas forcément Pictes, en fait, que le point de vue soit vraiment un point de vue Picte,
Ce n'est le cas que dans le dernier texte, Les Vers de la Terre, qui est très Lovecraftien d'ailleurs, parce que Bran Mak Morn, pour exploser les Romains, va descendre dans les profondeurs de la Terre et réveiller des entités glaireuses, tentaculaires, machin truc, qui va lâcher sur les Romains, au prix de son âme. Et en fait, c'est la chute finale du peuple picte, c'est le baroud d'honneur, la défaite magnifique, genre, on envoie les Romains, mais de toute façon, à partir de là, j'ai vendu mon âme, de toute façon, ça ne pourra que dégénérer, et là, on colle assez à l'histoire, parce que ça correspond, alors bon, il situe les aventures de Bran Mak Morn à peu près vers l'an 200, qui sont à peu près l'époque où les Romains sont, pour la première fois, nomment les Pictes. On est en 200, entre 200 et 230. Il y a une des aventures, il y a une petite curiosité, je parlais qu'il y avait une continuité. Les Pictes disent, oui, mais Bran, il est descendant en droite ligne de Brûle le Picte, qui était le plus grand de notre race avant lui, donc qui était le compagnon de Cool. Et dans un texte un petit peu amusant qui s'appelle Les Rois de la Nuit, Howard va pousser le truc plus loin, puisque suite à un rituel magique, enfin les Pictes, pour combattre les Romains, s'allient à des Gaëls d'Irlande et à des Vikings, parce qu'on est dans le Heroic Fantasy, donc même si on est en 197, il faut qu'il y ait des Vikings. Il y a déjà des types qui feront du bateau en Scandinavie, hein, on a des traces de ça, mais des raids, le premier raid de Lindisfarne, c'est quoi, 797, je crois, donc on est un peu 6 siècles, ouais, c'est ça, 6 siècles plus tard. Bon, mais on est dans la fantaisie des Vikings, parce que c'est de la fantaisie, et donc on a des Vikings. Sauf que le chef Viking est tué, et qui font, ah non, mais on ne va pas combattre sous les ordres d'un chef picte. Enfin, d'un chef picte, le truc, on veut ni un chef picte, ni un Gaël. Donc là, le sorcier picte qui travaille avec Bran va lui ouvrir un portail et ils vont tirer Cool, le roi barbare, de son époque en disant, tiens, tu vas commander les Vikings, défoncer les mecs en face et puis après on te renvoie chez toi. Bon. Et donc là, mine de rien, ça devient un univers partagé. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, quand j'ai beaucoup travaillé sur le fait que les pulps tirent une bonne partie de leur code narratif, que les comics de super-héros tirent une bonne partie de leur code narratif, on a eu un certain nombre d'aventures de Iron Man ou d'autres personnages complètement basés sur ce genre de motif où on ouvre un portail temporel pour avoir le vrai Captain America pour combattre, enfin ce genre de choses. Donc là, voilà, ici on a des illustrations alors plus récentes. Ça a l'air de dater, on dirait, des illustrations des années 20-30, des gravures. Ça, c'est des illustrations pour l'édition d'il y a une douzaine d'années de Bran Mak Morn par Gary Gianni, qui est un contemporain, là, le truc qui vient de sortir, un recueil d'illustrations dans le même style pour Trône de Fer, qui est un paveton, le truc pèse un âne mort, et qui est fabuleux, parce que c'est dans ce style-là, on a tout le monde du Trône de Fer traité comme ça. Je suis un petit peu amateur de ça, et il a sorti aussi un appel de Cthulhu, on en avait causé avec Guillaume. Donc là, on est dans l'illustration totalement contemporaine, mais dans un style gravure d'époque. On a des illustrations de pirates de Warpile d'il y a un siècle qui seront exactement dans ce genre de traitement-là. Après, la compo est nettement plus moderne. Là, on est sur d'autres illustrations. Voilà, les légions romaines qui font... là, c'est pas du Gianni. Et puis, le Bran Mak Morn a été adapté en BD. On a du Frank Brunner, qui était un grand auteur des années 70. Mais voilà, et on est avec Frank Brunner, on est quand même sur cette vision extrêmement... Enfin, le type, il peut faire méchant dans un Raon, on est bien d'accord, de la même époque. Hein. Où on a, là, c'était qui c'est Brunner aussi. Le côté, on est dans du barbare. L'époque, pourquoi on sort à l'époque des bandes dessinées de Bran Mak Morn vers 74 ? Parce que les éditions Marvel ont acheté en 70 les droits de Conan. Que ça se vend, c'est un monde creux de vague des super-héros dont ils cherchent à se diversifier. Conan le Barbare, par Roy Thomas et Barry Smith, puis John Buscema, se vend comme des petits pains chauds en hiver. Donc on va, le truc, Marvel va considérer, va dealer qu'ils ont les droits de tout Howard. Ils vont faire du Cool le Roi Barbare, du Bran Mak Morn, ils vont du Solomontienne. Il va y avoir pas mal d'épisodes de Solomontienne. Et donc les auteurs s'amusent à faire aussi du Bran Mak Morn, où il y a un peu moins de matos. Il y a un peu moins de matériel à utiliser, ceci dit. Là, plus récemment, on a, et ça ressort très prochainement aux éditions Delirium,
Il y a Bloodstar de Richard Corben. Donc là, on est dans une autre tradition graphique. Et là, on est, alors pour le coup, Gianni est du contemporain qui dessine comme en 1920. Là, Corben, même maintenant, Bloodstar, c'est quand même assez ancien. Mais là, c'est une couverture un peu plus récente pour une réédition. Et là, ça ressort en français prochainement. C'est une adaptation libre d'une histoire de Brad McMorn, mais dans le style de Corben, avec ce côté complètement délirant des musculatures qui va très bien à des univers howardiens, et où là, il reprend aussi, de toute façon, l'idée de la couleur à la diède, parce que c'est l'image qu'on a des Pictes. Donc voilà pour Brad McMorn. Et après les Pictes, alors dans des récits plus anciens dans l'œuvre d'Howard, on va avoir, le Turlough Dhu, c'est 1931. Non, le truc, Morn, il commence à en écrire en 1929 et le dernier sort en 1932. On a par exemple Cormac MacArt, pirate Gaël sur les mers d'Irlande vers l'an 500-600, qui combat aussi des Vikings. Il n'y en a toujours pas dans le coin, mais des Saxons. Où il y a quelques îles où il y a encore des Pictes qui vivent et qui sont, là, qui pour le coup sont vraiment au fond du gouffre. Et chronologiquement, la dernière apparition nominale des Pictes dans l'œuvre dans la chronologie interne, les Pictes existent encore vers l'an 1000, avec Turlough Dhu, Turlough O'Brien participe à la bataille de Clontarf, et là c'est en 1054, mais dans une aventure qui s'appelle l'Homme Noir. Il est guidé, à un moment, il y a des combats contre des Saxons et des Vikings, il est guidé il trouve un gars qui est mourant, qui est complètement contrefait, moche, etc., mais qui a une espèce de statue, pensant qu'elle a une quelconque valeur, Turlough la prend, et elle va le guider dans la tempête, etc., et c'est en fait, il découvre que c'est une statue de Brad McMorn, le dernier et le plus grand de tous les chefs Pictes, celui de l'homme du baroud d'honneur, et ça fait que ce texte est écrit avant les Vers de la Terre, où Brad McMorn met fin à la grandeur, au dernier reste de grandeur des Pictes, pour assouvir la vengeance de son peuple, finit par détruire son âme. On est vraiment sur les tout derniers qui viennent récupérer la statue et considérer que Turlough l'Irlandais est comme leur frère et l'un des leurs, et ça correspond en fait de façon assez ironique ou pas, parce que ça, historiquement, à l'alliance finale des derniers Pictes, des derniers clans Pictes, avec les Irlandais, et donc c'est la disparition du peuple Picte. Et après, les apparitions subséquentes chronologiquement, c'est que au XXe siècle, au XIXe ou XXe siècle, on a des personnages qui parlent de Pictes comme des légendes, correspondant aux légendes du petit peuple, peut-être les derniers d'entre eux contrefaits vivant les trucs. Mais les Enfants de la Nuit, par exemple, ça date de 1931, la même année que L'Homme Noir, où Howard décrit ce stade final des Pictes. Mais il a déjà écrit cette idée que les Pictes soient le peuple de la nuit, dans des textes qui sont aussi vieux que 1922, donc 10 ans plus tôt. Donc voilà et donc les dernières itérations des Pictes. Donc on n'est plus dans ce peuple fier et ombrageux, et qui est beaucoup plus inquiétant. Voilà, et à côté de ça, même dans la Pierre Noire, qui n'est pas reliée, qui n'est pas un texte de fantaisie, qui est un texte relié traditionnellement au mythe Lovecraftien, qui se passe en Roumanie, la description de cette pierre qui est le sommet d'une tour enfouie qui constitue les montagnes sur lesquelles des rituels antédiluviens et complètement barbares, des rituels sanglants ont eu lieu, le truc, les descriptions correspondent, c'est jamais dit clairement, mais on pourrait tout à fait intégrer cette nouvelle au cycle Picte, en disant que là aussi on est sur les derniers vestiges de ça, puisque à un moment donné, l'Empire Picte couvre toute une grande partie des terres émergées, mais dans une antiquité très lointaine. Donc voilà à peu près conclusion de tout ça. En fait, les Pictes sont une sorte de colonne vertébrale un petit peu discrète de l'œuvre de Howard, parce que même s'ils ont très rarement un rôle prééminent, c'est-à-dire à part dans Brad McMorn, et même encore souvent les aventures de Brad McMorn sont vues de point de vue de personnages britanniques ou romains qui sont confrontés. Il y a un texte de Brad McMorn qui est du point de vue des Pictes eux-mêmes. Ils sont souvent une espèce de toile de fond.
C'est-à-dire dans les aventures de Conan, quand les Pictes apparaissent, c'est des adversaires et qui servent surtout à mettre en perspective civilisation, barbarie et sauvagerie. Donc à développer le discours de Howard sur qu'est-ce que c'est que la civilisation, pourquoi c'est quelque chose de... c'est pas si bien qu'on le dit pour Howard, pourquoi la barbarie est préférable, etc., etc. Mais que la sauvagerie, qu'attention, les Pictes montrent que la sauvagerie n'est pas non plus une solution. Donc c'est une idée qui germe assez tôt chez lui, parce qu'il est fasciné, comme je disais, dès l'adolescence, il est fasciné par ces Pictes. Il va mettre du temps à développer, à développer un peu ces conceptions-là. Et donc le grand moment Picte de l'œuvre de Howard, c'est plutôt entre 1929 et 34-35. Et sur la dernière année, il est plus ou moins passé à autre chose. Et de toute façon, il y a des problèmes familiaux, des problèmes personnels et familiaux qui vont un peu le détacher de Conan et nettement de la fantaisie jusqu'à sa mort, donc en 1936. Donc voilà, les Pictes comme petit révélateur, petit fil conducteur de l'œuvre, qui la relie, qui en fait donc cet univers partagé, parce que s'il n'était pas là, rien de particulier ne relierait Conan, par exemple, à Cool, à part le fait que oui, peut-être que les Cimériens sont réputés descendants des Atlantes, et donc Conan potentiellement descendant de Cool, mais c'est jamais dit explicitement. Il y a cette idée que les Atlantes ont existé auparavant, mais c'est jamais développé. Sans les Pictes, on n'a pas non plus ces liens entre Turlog Duu, Cormac MacArt, ou à part les lieux qui sont plutôt la mer d'Irlande, et Conan ou d'autres personnages. Donc c'est une des clés de lecture de l'œuvre, pas la seule bien sûr, mais ça a été, je voulais utiliser les Pictes comme un petit peu un prisme permettant d'aborder l'œuvre de Howard, d'en faire un panorama relativement vaste, mine de rien, parce que là, sur l'œuvre de fantasy, on a quand même tapé les fondamentaux. On a évoqué Solomon Kane, qui n'entre pas dans ce cycle-là, mais qui peut entrer dans la chronologie sans difficulté. Parce que quand Solomon Kane va vers les royaumes noirs, on est dans de toute façon des descriptions qui correspondent à ce qu'on a aussi dans les aventures équivalentes de Conan. Que d'autres facteurs, les Stygiens, qui sont maintenant qui sont devenus par la suite les Égyptiens, ou des choses comme ça, le peuple serpent, qui est vraiment un des adversaires de Cool, mais qu'on voit, dont les restes dans la Stygie de Conan sont encore Totamon, et ce genre de choses sont liés au peuple serpent. On a d'autres fils conducteurs comme ça, mais le plus fort et le plus récurrent, celui qui traverse le plus grand espace de temps, ce sont les Pictes. Donc voilà, c'était le... Donc là, petit quiz avant de finir. Je parlais de western. Ça, pouvez-vous me citer quel est cet illustrateur de Conan? C'est parce que ce n'est pas un illustrateur de Conan. Alors c'est un contemporain de Howard, c'est N.C. Wyatt, qui est un illustrateur de western. Et donc là, en fait, c'est pas du tout Conan, c'est un Indien. Mais on rentre dans une esthétique qui est celle de l'époque de Robert Howard. Donc là, il y avait un petit piège perfide de ma part. Mais on est dans un truc, ça pourrait être une illustration assez contemporaine sauf que ce jaune-vert est plutôt caractéristique de N.C. Wyatt, mais qui est un illustrateur qui a fait beaucoup de western, de trucs de chevalerie, de choses comme ça. À l'époque, il est tout à fait contemporain de Robert Howard, et là, ça pourrait être une illustration de Conan, ou éventuellement de Brad McMorn. Ici, on a Frank Frazetta, qui est dans les cercles des études howardiennes, on ne parlerait pas de Robert Howard ce soir, je pense, ou pas autant, s'il n'y avait pas eu Frank Frazetta, parce que je vous ai montré sa couverture. Mais les couvertures sur Conan ont fait beaucoup pour le succès de la série quand elle a été rééditée en poche à partir de 65-66. Là, on a sur Frazetta sur du western, ça pourrait être... Frazetta et Howard ont un peu les mêmes obsessions. Ça pourrait être une illustration d'un Picte. D'ailleurs, il a des peintures de guerre, etc. Et c'est peut-être via les peintures de guerre, dont j'ai dit que c'est un problème que c'est tirer des conclusions des peintures de guerre de Picte et bâtir sur du sable. Mais les peintures de guerre ont sans doute amené Howard à voir les Pictes comme un succédané des Indiens dans son âge ivoirien.
Donc je termine par cette illustration de Frazetta, qui pour moi opère une espèce de fusion entre la vision des Pictes, enfin on est le grand illustrateur de Howard, qui est aussi un grand illustrateur de western, mais j'aurais pu sortir ces illustrations aussi de Gengis Khan, qui sont dingues et qui sont très conanesques aussi. D'ailleurs, demain soir, on projette Conan le barbare de John Milius, la célèbre phrase écraser ses ennemis, les voir traîner devant soi. Elle a été prononcée dans un banquet par Subotai, un des généraux de Gengis Khan. Hein, donc tout se recoupe. C'est un peu comme l'année dernière, on recoupait plein de trucs disparates. Là, on a un peu la même chose. Pardon ? Conan porte même une armure mongole à un moment. Oui, et ça fait partie aussi des obsessions de John Milius. Ça, on en reparle demain, parce que je crois que Patrice Lounet n'aime pas beaucoup le film, mais aura plein de choses à nous dire. Et donc là, je me ferai peut-être un peu l'avocat du diable, malgré toute l'amitié que je porte à Patrice, je me ferai peut-être un petit peu l'avocat du diable. Donc voilà, c'était un petit panorama des Pictes dans l'œuvre de Howard, donc avec cette idée d'en faire, qui était celle de Howard, d'en faire une espèce, alors est-ce que c'était conscient ou pas, mais c'était il y avait une part obsessionnelle chez lui qui l'a conduit à en faire cette espèce de fil conducteur. Donc c'était intéressant de dégager ce fil conducteur. Je parlais de Patrice Lounet, j'ai travaillé avant, quand j'ai commencé à travailler sur cette conférence, parce qu'on en a parlé il y a très longtemps avec Guillaume. Et bien, quand j'ai commencé, j'avais mon plan, etc. Et j'ai pris le Brad McMahon. J'avais la très vieille édition de Brad McMahon aux éditions Néo, donc qui date des années 80 et que j'aimais beaucoup, et que j'avais lu et poncé en mon temps. J'ai repris la grosse réédition de Brad McMahon américaine, illustrée par Gary Gianni. C'est de là que sont tirées les illustrations de Gary Gianni, mais qui a illustré aussi du Conan et du Solomon Kane, sauf erreur de ma part. Oui, et du Solomon Kane. Et dedans, outre les nouvelles correspondant à Bran et certaines nouvelles du cycle Picte, comme L'Homme Noir, il y a aussi tout un tas de correspondances de Howard qui m'ont permis de préciser des choses que j'avais à peu près devinées en lisant les textes, mais où là, elles sont dites explicitement, lors notamment de correspondances avec Lovecraft, où Howard explique explicitement, c'est pas très joli comme phrase, mais c'est la fin de sa vision des Pictes et de la chronologie des Pictes, tout en sachant, il le sait très bien qu'à partir d'un moment, il s'amuse avec la chronologie, mais d'un autre côté, de ce qu'on sait à l'époque, elle n'est pas non plus absurde. Donc il joue avec une réalité historique telle qu'elle est perçue à cette époque, tout en n'étant pas dupe du fait qu'il le dit à un moment, oui, ça c'est effectivement pas historique, ça, telle chose, bon, bah là j'ai projeté des choses, il est assez cash là-dessus. Les Pictes deviennent une espèce de patte sur laquelle il projette certaines de ses obsessions, et c'est pour ça qu'il peut tranquillement, sans des choix, en faire des Indiens de western. Donc voilà, si vous avez des questions, après, comme ça, ce ne sera pas que à moi de causer, un peu à votre tour. Pareil de me faire un petit peu de glue. S'il y a des questions dans la salle ou sur le chat. Dans le chat, il y a toujours un petit décalage, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Il Il y avait des remarques de Marc Gagnon, copain, ami bibliothécaire au Québec qui nous regarde, un petit décalage horaire favorable pour lui, donc il a mis quelques remarques par rapport à son travail, puisque tu as exprimé ce soir, voilà. J'ai pas vu de questions. Ah bah ça m'intéressera, il faudra que je vois le truc et puis qu'on en discute sur Discord avec lui au besoin. Ouais. Non, j'ai pas de questions, je crois, dans le chat. Ok. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Bon, c'est que j'ai fort bien fait le tour du sujet. Tiens, je te passe le... Alors, si c'est une question sérieuse. Une question sérieuse. T'as géchant. Tu disais que le terme Picte, on n'est pas sûr que ce soit associé aux prétendues peintures corporelles. Parce qu'il y a d'autres, étymologiquement, et quand on compare aux Pictaves du Poitou, les Pictaves, donc on donnait leur nom Poitou, ou les Pictaves, il y a une autre forme, mais de toute façon sur cette racine Picte, ça signifie les rusés, de la vie des gens autour, c'est les rusés. Mais donc c'est pas la même racine alors qui aurait pu éventuellement donner pictural. Non, parce que pictural, ça vient vraiment du latin. Donc, que pictave, le sens, les rusés en gaulois, c'est vraiment une racine celtique. Alors, il y a des rattachements, c'est de langue indo-européenne, et l'italo-celtique est il y a dans les arbres généalogiques des langues, on rapproche les langues italiennes
latin, os, combrien, etc., des langues proto-celtiques. Mais là, oui, non, c'est deux mots qui n'ont pas de rapport. Le mot qui a le plus de rapport avec l'idée picturale, comme je disais, c'est Cruithne des Irlandais, qui n'est pas la même racine et qui là désigne la silhouette plus que les peintures sur le personnage. Donc on est sur un truc où c'est pas, faute de mieux, pourquoi pas. Je dis pas que c'est impossible que les Pictes aient eu des peintures de guerre, mais disons que faute de mieux, on n'est pas du tout certain que le mot vienne de là, en fait. Et on a probablement, c'est d'autres choses qui se sont arrivées au cours de l'histoire, mais par rapport à un nom qui a été donné, enfin, le coq gaulois, par exemple, les Gaulois n'élevaient pas de poules. Ils mangeaient des oies et des canards. Le truc, c'est les Romains qui, les types s'appellent Gaulois, ce qui est le même mot que poule pour les trucs. Donc, les trucs, c'est comme un peu en anglais going chicken. Enfin, ils se moquaient des Gaulois en disant, voilà, c'est les poulets, quoi. Et le coq gaulois, en fait, est un truc qui n'apparaît qu'à la Renaissance, grosso modo, quand on découvre ces textes romains, et en disant « Ah, le coq est associé aux Gaulois ». Bon, et en fait, c'est pas du tout... Enfin, c'est un truc, le coq comme symbole de la France. Bon, toi, en tant que Belge, tu ne peux pas comprendre ça, mais cet attachement au... Mais le truc... alors, J'aime bien te tailler, hein. Je précise pour nos amis de Toul, enfin voilà, on se connaît avec cet escogriffe. On se connaît trop bien. Le coq gaulois, par exemple, c'est un truc extrêmement récent et qui vient effectivement d'une projection sur un mot beaucoup plus ancien. On ne sait pas pourquoi les Gaulois s'appellent Gaulois, parce que même le terme celte, on ne sait pas d'où il vient. Les Grecs appelaient les Keltoi comme ça, parce que ceux de la région, peut-être que la première tribu celte qu'ils ont rencontrée vers Massalia s'appelait comme ça, mais les Celtes de l'époque de l'âge du fer ne se reconnaissaient pas d'identité globale et n'avaient pas de mots pour l'exprimer. En Grande-Bretagne, à l'âge du fer, les Bretons et les Gaëls d'Irlande ne parlent pas la même langue et s'entendent pas du tout en plus. Donc, ils se reconnaissent sur la religion, ils sont à peu près d'accord, les druides sont sacrés à peu près partout, ne croient pas forcément à la même chose partout, mais ils ne se reconnaissent pas une unité fondamentale, alors que les Irlandais, même avec des histoires dialectales, se reconnaissent par exemple une unité politique avec un haut roi qui peut être élu pour trancher des conflits, des choses comme ça. Donc le truc, on projette énormément. Et le truc, il faut faire toujours attention quand on est sur des ethnonymes, des noms de peuples. Très souvent, le truc, on parle des Allemands. Les Allemands ne s'appellent pas comme ça, c'est Deutsch. Mais vous demandez à un Anglais ce que c'est qu'un Dutch, c'est un Hollandais. Et un Hollandais, pour nous, voilà, enfin, eux-mêmes ne se donnent pas, les Hollandais, c'est juste une province là-dedans. Eux, ils sont néerlandais. Bon, on a parlé des Égyptiens, enfin, les Égyptiens ne s'appellent pas Égyptiens. J'avais même passé un certain temps pour comprendre d'où venait ce truc, pour s'apercevoir que ça vient d'une histoire de réseaux commerciaux à l'âge du bronze qui font que les Grecs ont se gardé ce mot-là pour parler d'un peuple qui ne s'appelle pas du tout, qui ne se donne pas du tout ce nom-là. Et on a 12 000 exemples de ce genre-là. Donc le truc, on ne sait même pas d'où vient, si les Pictes se donnaient à eux-mêmes ce nom-là, ou comme ils n'avaient pas d'unité politique, ils devaient plutôt se donner des noms tribaux, tout en se reconnaissant une langue commune. Mais le fait que Bran, par exemple, unifie tous les Pictes, ou que Zodarsag unifie tous les Pictes, quelque chose qui n'a jamais existé à aucun moment de l'histoire. Les Pictes n'ont jamais été unis. Pour ça, ils se sont fait grignoter petit à petit par les Irlandais, et puis un peu par les Saxons et les Angles de l'autre bout. Donc voilà, c'est ce mot-là, on ne sait pas pourquoi, on n'a aucune explication, là, et là, au-delà, c'est les Pictes. Bon. Et les Pictes, on s'est cartonné avec, et puis il y a eu telle bataille et machin. Et les Romains, le truc, on est sur des rapports, c'est quasiment des rapports ou des synthèses de rapports que des chroniqueurs vont exploiter après pour dire, eh bon, à telle époque, le général machin a rencontré tel truc. Et c'est des trucs, alors soit c'est effectivement tellement évident pour tout le monde au moment où on en parle, que oui, on savait qu'il y avait des types qui s'appelaient les Pictes au-dessus, et qu'on n'en a pas parlé parce qu'on ne s'est pas cartonné avec avant, on savait qu'ils existaient, mais on n'a même pas pris le temps d'en parler parce que ça n'avait pas d'intérêt militaire, possible, mais c'est toujours délicat de tirer des conclusions de ce genre de choses. Soit effectivement, le truc à partir du moment où on en a parlé, c'était tellement évident que c'était des types peinturlurés ou que c'était un nom celtique comme Pictave dans le Poitou, que
Et voilà, on a, sur la Grande-Bretagne de l'époque, les sources écrites sont quand même... alors, elles existent jusqu'au début du 5e siècle. Après, on a même des trous de un siècle et demi dans les archives. Ce qui fait que même pour on a quelques généalogies de rois pictes qui ont été préservées par des chroniqueurs a posteriori, dont a priori, même on n'est même pas sûr qu'elles soient réelles. Et roi picte, on parle en fait de telle région, telle région, telle région. Il y en a toujours au moins 6 ou 7. Même le pays de Galles au Moyen-Âge est moins fragmenté que le territoire picte. Donc, voilà. Je parle beaucoup pour dire qu'en fait, on ne sait pas. Merci beaucoup. D'autres questions? Ouais. On parlait de l'intuition de mettre la Cimmérie en... Pardon. On parlait de l'intuition d'Howard de mettre la Cimmérie en mer du Nord, où il y avait vraiment des choses. Moi, je me pose la question de sa géographie de manière plus générale, parce qu'il écrit quand même des décennies avant qu'on découvre la tectonique des plaques, et il nous sort quand même une espèce de Pangée qui ressemble vraiment à ce qui va être trouvé 30 ans plus tard. Sauf qu'à l'époque, avant la tectonique des plaques, on a la théorie des catastrophes en géologie, il y a des trucs qui se passent, et ça fait un tremblement de terre qui fait remonter un truc, ou submerger un autre. Donc là, cette théorie explique la disparition de l'Atlantide, le fait que, celle du continent de Mu de James Churchward dans les années 30 aussi. Ça explique aussi pourquoi le bassin parisien, là même dans mon jardin, j'ai des coquillages de l'époque contemporaine des dinosaures. Quand j'ai montré à mes enfants quand on s'est installé là, regarde, ce cotillage, il date à peu près de l'époque des dinosaures. Ah, on aura des os de dinosaures? Non, on a des coquillages, c'était la mer, donc tu ne trouveras pas un T-Rex dans le jardin, fiston. Donc le truc, mais on a ces idées que ça remonte, ça descend, que le truc, mais on n'en sait pas plus. C'est effectivement, et quand Wegener propose la tectonique des plaques à peu près vers cette époque-là, de toute façon, il faut attendre les années 50 pour que le truc soit accepté. Donc, il est sur les sources de Howard pour cette époque-là. On te repasse le micro après. C'est plus Madame Blavatsky, et là, ça va pas très loin dans la rigueur scientifique, va-t-on dire. Parce qu'on est dans un délire ésotérique, mais qui à l'époque est très en vogue et qui donne effectivement des espèces de chronologie des périodes anciennes. Je ne suis même pas certain qu'Howard croyait vraiment à ce genre de trucs, aux Atlantes ou ce genre de choses. Mais effectivement, comme biscuit pour bâtir un univers de fantasy, c'est très bien. Et sur la carte qu'on avait tout à l'heure, en fait, le problème, c'est que je disais, oui, on a des Vikings au IVe siècle ou au Ve siècle, et tant pis pour la chronologie. Il y en a un qui est mort là de... Voilà, non, parce que les Saxons aussi, il a des personnages de purs Saxons, Athelstan, il reprend des noms saxons. Mais par contre, vous lisez les aventures de Conan, dans l'heure du dragon, on a les chevaliers du Poitin, qui sont les Attiloniens, en armure de plate du 14 ou du 15e, alors que Au-delà de la rivière Noire, qui est postérieur dans l'écriture, la description qu'on a des Aquiloniens donne vraiment à penser à des Romains, des colons romains en Grande-Bretagne. Donc on est sur des choses, et les Stygiens, c'est des Égyptiens, mais de l'époque pharaonique. Les royaumes noirs, il va se référer qu'on découvrait à l'époque, les forteresses du Zimbabwe, qui étaient un peu mystérieuses et donc qui du coup enflammaient l'imagination des auteurs de romans d'aventure. Et justifiaient tous les trucs genre Royaume du prêtre Jean, Alan Quatermain et la cité de l'or perdu et des mines d'or du roi Salomon. Donc le truc, c'est un vaste... Et les Azésirs et les Vannes, qui ont des noms de dieux nordiques, sont en fait décrits comme des Vikings. Quand ils cartonnent dans La fille du géant du gel, quand ils cartonnent des Aésirs, c'est des Vikings. Et on a donc des Vikings en 10 000 avant Jésus-Christ. Donc c'est le truc, oui. Ils s'en fichent en fait complètement. Les Turaniens sont des Iraniens, ou les Afghoulis des Afghans, parce qu'il avait beaucoup écrit d'histoire en Afghanistan, et les Afghoulis dans le peuple du cercle noir et ce genre d'histoire, on est dans des récits qui pourraient être du Kipling. D'ailleurs, Howard était un lecteur de Kipling, un peu comme tout le monde à l'époque. Donc là, on est quasiment dans du Kipling, dans le peuple du cercle noir. Donc c'est le... Il n'avait pas écrit des histoires sur la guerre d'Afghanistan? Si, Elborat, il y a 3 tomes, il y avait 3 tomes de Elborat, maintenant c'était regroupé en un. Et c'est un de ses premiers, parce que c'était effectivement ce genre d'anglais qui combattent, et puis bon, il y a toujours ce fantasme de l'Afghanistan depuis très longtemps qui a
qui a toujours été un pays compliqué. Dès l'époque, même Alexandre le Grand s'y est cassé les dents. Il est à peine conquis non plus, il a construit des villes, mais il n'a jamais rien tenu là-bas. Enfin, et lui-même, l'Alexandrie à Escatès, l'Alexandrie du bout du monde, c'est vraiment au-delà, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Ça, c'est et il n'est même pas au nord de l'Afghanistan hein, à ce moment-là. Donc c'est un peu, le monde de Howard est un joyeux bazar de références, parce que c'est ce dont il a besoin pour avoir des imageries, une imagerie clé en main, avec des trucs, j'ai besoin de chevaliers en armure, je vais mettre des chevaliers en armure, et puis là, oui, je vais avoir des vikings, parce que là, pour cette histoire-là, c'est cool que ce soit des vikings, et il ne faut pas y chercher justement une lecture pointue historique, même s'il adore ça, et quand il fait, effectivement, il est un peu plus précis sur ses descriptions dans les histoires type Bran McMorn et tout ça, même s'il jongle avec la chronologie, et que même sa chronologie, parfois, quand il écrit les Gaëls d'Irlande comme étant un peu restés à l'âge de bronze, tandis que les Bretons sont à l'âge du fer, tout cela n'est pas très sérieux historiquement, sauf que ça correspond à peu près à des choses qui ne sont pas absurdes à son époque, dans les connaissances de l'époque, et c'est des choses qui l'intéressent. Sa rencontre avec Howard, il envoie une lettre à Howard vers 1930 en disant je crois que c'est dans les rats dans les murs, il y a un personnage qui profère un truc là dans une langue celtique, mais attention, il est à tel endroit, c'est pas cette langue-là qu'on parle dans ce coin-là. Donc il connaît bien ce genre de choses, ça l'intéresse beaucoup, Lovecraft lui répond en disant mais si vous avez plus de biscuits, il lui dit pas comme ça, mais si vous avez plus d'infos, ça m'intéresse. Et ils en discutent. Et puis il connaissait le boulot, il avait lu déjà des textes de Howard qu'il aimait bien, et ils vont devenir amis comme ça et passer un temps comme tous bons amis, passer leur temps à s'engueuler. Donc voilà. J'avais un complément et une remarque par rapport aussi au continent. Oui. Wegener n'a pas émis la théorie de la tectonique des plaques, mais c'est de la dérive des continents. Il voyait les continents en fait comme des immenses îles qui se déplaçaient extrêmement lentement sur le magma. Voilà. La tectonique des plaques, pardon, je me fatigue. Oui, la tectonique des plaques apparaîtra dans les années 60. Mais donc, voilà, à l'époque, on a la dérive des continents tout doucement, mais pas encore... Mais Wegener est considéré comme un pur farfelu à l'époque. Les gens disent, mais ça n'a aucun sens. Mais effectivement, le mécanisme qu'il propose n'est pas très solide. C'est après qu'on comprend le mécanisme derrière qu'il avait raison sur le résultat, mais pas sur la mécanique du truc. Après, s'il y a des géologues dans la salle, je me suis laissé dire qu'il y en avait, il y a peut-être éventuellement du complément à donner si jamais je dis des bêtises à ce niveau-là. Mais voilà à peu près ce qu'on peut en retenir à ce niveau-là. Donc le truc, c'est pas... contrairement à Lovecraft qui s'intéresse de près, qui suit l'actualité en astronomie par exemple, Howard n'a pas forcément les mêmes accès à des bibliothèques et tout ça, et donc il travaille parfois sur des données. Alors il va lire ce qui lui tombe sous la main en histoire, en peuplement, histoire des peuplements, etc., mais qui sont souvent pas toujours des données de première main, et pas toujours des données tout à fait à jour, quoi. Et donc et puis derrière, il comble les trous en projetant ses fantasmes, ce qui est le boulot de tout auteur de fantasy normalement constitué. Donc on ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais voilà, c'est le truc. Voilà, c'est le truc, mais surtout des bouquins sur les Pictes, il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est dans les histoires de Grande-Bretagne, on va avoir quelques mentions des Pictes, et c'est comme ça qu'il est lancé sur le sujet, parce que ces mentions sont tellement cryptiques qu'elles en sont d'autant plus fascinantes. Enfin, il y a quelques lignes là-dessus, et à partir de là, son esprit, surtout à l'époque, il a fait 12 ou 14 ans, donc d'un coup, ça se met à dire « Ah, mais il y a un truc !» Moi, plein d'auteurs fonctionnent comme ça. Moi, il m'est arrivé de fonctionner comme ça, sur un truc où je vais d'ailleurs tomber sur un contresens. Je vais raconter l'histoire du ralentisseur quand je disais un truc arthurien. Ça a donné les 3 coracles, dans lequel, d'ailleurs, il y a un personnage de Picte qui s'appelle Brood, et pas Broul, mais qui tient un peu le rôle auprès de Uther, qui était celui de Broul, et c'est pas du tout un accident. Sauf que il s'appelle Brood parce que c'est Brooder, le frère, et que ça avait un sens dans mon histoire, et que d'un autre côté, oui, les Pictes, à l'époque que je décris, sont encore une réalité, et même un problème pour les Bretons, il y a de la bagarre un petit peu. Sauf que, le Picte va tenir auprès de Uther le rôle qu'avait Broul pour des raisons familiales, face à un ennemi commun qui sont les Gaëls à ce moment-là. Parce qu'à l'époque,
5e siècle, oui c'est ça, au 5e siècle, ça cartonne bien entre les Bretons et les Gaëls et entre les Pictes et les Gaëls. Donc, donc je m'amusais et effectivement le nom de mon personnage et son rôle à côté de mon héros sont pas du tout innocents. Le truc, personne m'a fait la remarque que ça pouvait venir de Howard. En fait, oui, le truc, je le dis maintenant, il y a prescription, le bouquin est sorti il y a 3 ans, ça vient de Howard. C'est un petit hommage que je rends à Robert Howard. Voilà. D'autres questions, d'autres. Ouais. Ce n'était pas vraiment une question. En plus, tu as presque répondu. Voilà, c'était sur la géographie un peu imaginaire de Howard et sur la Cimmérie. Il me semble, en plus je l'ai relu très récemment, mais Howard dit que la Cimmérie c'est l'Écosse, il me semble. C'est l'Écosse sauvage en fait. Proche, enfin, ses descriptions sont inspirées de l'Écosse. Sur la carte, il la situe en pleine mer du Nord, sauf qu'effectivement la frontière lorgne aussi vers l'Écosse, ça touche à la mer du Nord et tout ça. Mais effectivement, quand il parle de bruyères, de choses comme ça, enfin, c'est vraiment le langage qu'il utilise. Les forêts mornes, des bruyères, etc. Voilà, qui décrit, il utilise beaucoup dans Bran McMorn, il décrit énormément, enfin, dans les silhouettes dans la bruyère, etc. Donc, les Cruifney dans la bruyère, plutôt, il le décrit tout à fait, et c'est le même langage qu'il veut utiliser pour l'Écosse la Calédonie de Bran que pour la Cimmérie de Conan. Donc il y a de toute façon une continuité logique, enfin une continuité d'imagerie. Ça reste, c'est effectivement pour lui un ensemble. Ça fait un bloc. Merci. Bon, merci Alex, en tout cas, pour cette belle merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Juste pour continuer, donc ce soir c'est fini. Si vous voulez continuer la conversation, Alex, je pense qu'on va pouvoir le retrouver au Terrier. Si vous connaissez l'endroit, c'est l'endroit où vous pourrez aller échanger avec lui. La réputation que tu me fais. Non, mais voilà, c'est un bel endroit. Puis réputation méritée, d'accord, mais c'est pas une raison. Pour échanger avec lui plus amplement sur ces sujets ou d'autres.